Bienvenue dans Black Box. Chaque épisode, on décortique, on analyse et on ouvre des boîtes qui ont tout à nous apprendre. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant. Prêt à plonger avec nous ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce hors-série de Black Box. Aujourd'hui, je suis avec Dame et on a la chance de recevoir notre équipe R&D. Rodrigue, docteur en IA et Research Scientist chez 22. Elliot, ingénieur en software de formation, passionné de computer vision et computer engineer chez nous. Et Lilian, docteur en maths appliquées et lead R&D. Au programme, comment l'IA voit, détecte et interprète le monde visuel, les promesses des modèles multimodaux et leurs limites. Un échange sans jargon, mais plein de retours concrets et de perspectives d'avenir. Pour commencer, et afin de nous remettre dans le contexte, je laisse la parole à Elliot pour qu'il nous raconte d'où vient cette technologie et les premières avancées en computer vision. Ouais, du coup, en règle générale, en gros, c'était des features qui étaient faites à la main. Et donc, l'objectif, c'était de reconnaître des formes assez simples dans les images, comme par exemple les contours. Donc, quand il y a un changement de couleur d'un passage à l'autre. Et ça permettait de faire comme des tracés autour des formes, des choses comme ça. Et il y avait aussi des points caractéristiques. J'ai pas l'historique précis en tête, mais en gros, toute la période avant le deep learning, c'était des choses conçues à la main, qui servaient à soit extraire des formes, soit trouver des points précis dans les images. Et ensuite, on pouvait faire matcher ces points d'une image à l'autre et essayer de reconnaître comme ça des objets. Mais c'était très rigide. Et donc, ça cassait au moindre changement significatif. Il n'y a pas du tout le côté adaptation. Et on ne pouvait pas généraliser sur des grandes quantités de formes et d'objets, quoi. Ouais. Puis j'imagine que tu n'avais pas les caméras non plus ou les images de tout, pas beaucoup d'énormes bases de données, pas beaucoup de puissance de calcul. Parce que là, dans les années 50, 60, Full analogique. Nvidia n'existe pas. Pas encore. Oui, ou alors il est très jeune. Donc du coup, comment ça fonctionne à l'époque? Sur du CPU standard, Franchement, dans 50-60, je pense qu'ils faisaient très peu d'images et que c'était sûrement sur des données en nombre de pixels extrêmement restreint, quoi. Et ensuite, c'était dans les années, je pense, 70-80, où c'était des images comme on les a maintenant, sûrement juste dans des résolutions beaucoup plus faibles, quoi. Et donc voilà, sans les méthodes de compression qu'il y a maintenant, etc. Et ça marchait quand même bien. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de cas d'usage pratiques. C'était sûrement très recherche. Et ça allait un peu dans l'industrie quand même, ou même pas beaucoup? Pas que je sache, non. Ouais. Ouais. Ouais, c'était vraiment les balbutiements, le début, quoi, le tout début de la technologie. Tu veux dire quelque chose, Lilian? Vas-y, n'hésite pas. Du coup, pendant ma thèse, moi, c'était en partie de la computer vision à l'ancienne, on va dire, du traitement de l'image. Et moi, c'était pré-deep learning, on va dire. Enfin, en tout cas, c'était au tout début. Et, ou plutôt utilisation massive du deep learning. Mais surtout, typiquement, des cas d'usage qui ont été utilisés, c'est genre du défloutage d'images. Ça, c'est des choses qu'on peut faire depuis les années 70-80. Défloutage, débruitage, compréhension justement de caractéristiques, comme tu disais. Mais il n'y avait pas il n'y avait pas toute cette donnée. Ce qui a changé, c'est données et puissance de calcul qui ont permis justement des vraiment meilleurs résultats en classification en particulier pour commencer. Yes, et on peut passer le micro à Rodrigue pour parler de l'étape d'après, la grosse étape, l'étape découverte. Alors, on a fixé sur le papier à 2012, ImageNet, le DeepL, etc. Mais raconte-nous un peu cette deuxième étape. Ouais, du coup, 2010-2012, j'ai pas la date exacte. Il y a eu l'apparition, ou du moins l'explosion plutôt, des réseaux de neurones artificiels. Alors, ce qui est assez marrant avec cette techno, c'est qu'en fait, elle existait depuis beaucoup plus longtemps avant. Par exemple, le neurone artificiel a été théorisé, je sais pas, en 1960. Les algos de descente du gradient qui permettent de les entraîner, pareil, 60-70, dans leur forme mode. Ouais, peut-être 1700 même, mais voilà. Et le premier réseau convolutif, en fait, c'est plutôt les années 90. C'était Yann Lequin, au début de sa thèse, qui avait fait ça, mais sur des toutes petites images. À l'époque, il avait codé ça en C, c'était vraiment minuscule. Et en fait, ces algos existaient, mais tout le monde s'en foutait pour la simple bonne raison que, en fait, il n'y avait pas assez de data et pas assez de puissance de calcul pour qu'ils puissent exprimer leur plein potentiel. Et là, 2012, Nvidia n'existe toujours pas? Si. Si, ça existait, il me semble. Après, c'était une boîte et justement, je pense que s'il y a eu cet hiver du deep learning, tout le monde se foutait un peu de cette techno pendant le début des années 2000, c'est parce qu'il n'y avait ni données, ni puissance de calcul. Et justement, sur cette décennie, tout ça, ça s'est consolidé. D'un côté, tu as des boîtes comme Nvidia qui commencent à faire des GPU hyper puissants parce qu'il y a des besoins en vidéo, en jeux vidéo, etc. Donc, ce matériel se développe. De l'autre côté, tu as les GAFAM qui commencent à collecter des données parce qu'ils commencent à devenir les rois
du web et tout. Et après, tous les ingrédients sont réunis et quelqu'un a retesté cette techno en 2012. Et ça a vraiment explosé tous les benchmarks de reconnaissance d'image, quoi. Et du coup, à cette époque-là, il y a déjà des cas d'usage précis et très connus qui sont développés? À l'époque, en 2012, c'était sur le ImageNet Challenge. Donc, en gros, tu as 1000 catégories possibles, chien, chat, maison, ballon. Et en gros, c'était un problème très difficile et toujours assez difficile aujourd'hui, hein. Mais à l'époque, avec les vieilles méthodes, c'était quasiment impossible d'avoir plus de, je sais pas moi, 20% de vrais résultats. Et on est passé d'un coup, je sais pas, à 50, 60. Bon, je dis des trucs au hasard, hein, mais vraiment, il y a eu un gap vraiment monumental. Pour continuer sur le hasard, et je te passe la parole, Elliot, juste après, tu sais, Tesla arrive à cette époque-là, je crois, 2012, 2013, et les premières conduites autonomes, etc., commencent à suivre les lignes de la route à cette époque-là. Donc, tu commences à avoir des gros cas d'usage qui sont tankés sur ce niveau-là toujours et qui n'ont pas réussi à exploser, mais tu as quand même des beaux cas Ils d'usage. collectaient beaucoup de données justement au début. C'est pour ça qu'elles n'étaient Ouais. pas très autonomes. Tu avais quelques-uns capteurs dans le tableau de bord qui t'indiquaient. Mm. Et il y a eu toute cette phase, et tu as connu, hein, avec les Mm. mises à jour quotidiennes, pas quotidiennes, mais presque quotidiennes de ça. Et dans les cas d'usage aussi, un peu avant 2012, même pas mal avant 2012, Yann Lequin, en fait, je pense que c'est dans les années même 90, il avait fait un lecteur de chiffres écrits manuscrits. Donc il y a un dataset MNIST qui est un peu issu de ça aussi. Et donc c'était pour lire les chèques. Les encaissements en banque. D'ailleurs, on en connaît qui ont fait fortune là-dedans et qui ont créé ces algos et qui les ont revendus au système bancaire. Et c'est toujours utilisé sur la lecture des chèques aujourd'hui pour l'encaissement. Et quand même, ça veut dire que la techno, on y avait confiance parce que pour faire lire des chèques et encaisser de l'argent par une IA, c'est propre quand même. Et pourquoi ça en premier? Plus simple? Tu as des toutes petites images. Je crois que la résolution de MNIST, donc c'est un dataset de chiffres manuscrits, c'est 28 par 28. Donc c'est finalement assez facile de faire entrer ça en mémoire avant d'avoir l'explosion des GPU. Et donc c'est comme ça qu'Yann Lequin a pu faire ça. En fait, c'est un peu du deep learning avant l'heure. Puis les caractères, on maîtrise l'environnement. C'est-à-dire qu'on a quand même toujours une certaine distance pour lire des documents. Bon, et alors là, il y a eu le feu d'artifice et le bouquet final qui nous amène sur la dernière, on va dire, période connue à date. C'est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, entre multimodalité, le zero-shot learning, le edge computing, la fusion entre perception et raisonnement, tu as du lourd là. Non, en gros, avec donc il y a eu la phase, on va dire 2015-2020 où il y a eu l'explosion du deep learning, on va dire classique, c'est-à-dire des réseaux de neurones qui sont entraînés sur beaucoup de données, on va dire dans les computer vision avec des images. Après, vous savez, ChatGPT, voilà, les transformers. Donc ça c'est une révolution en termes d'architecture des modèles. Et ces trucs-là ont permis le développement des LLM. Les LLM, au premier abord, ça ne nous touche pas directement puisque c'est le traitement dans le langage naturel. Sauf que on s'est aussi rendu compte que ces architectures permettaient de faire vivre, on va dire, le texte et l'image dans le même espace et donc de comprendre avec les outils des LLM de l'image. C'est pour ça qu'on a vu apparaître donc ce qu'on va appeler les VLM, donc Vision Language Model, qui eux traitent ensemble les deux. Ça peut prendre de l'image en entrée, ça peut prendre du texte en entrée, ça peut sortir de l'image en entrée, ça peut sortir de l'image ou du texte. Ça, les modalités, les inputs et les outputs peuvent être différents. Et ça, c'est souvent des très gros modèles. Et du coup, il y a toute la question de comment est-ce qu'après on peut l'utiliser en prod? Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on sort du texte en langage naturel, c'est pas facile à utiliser. Du coup, il y a de plus en plus de gens qui ont travaillé dessus là, ces dernières années, justement, pour les utiliser en prod. Et nous, on s'est concentré sur, en fait, le problème, c'est que ces modèles-là, ils sont pas réentraînables facilement. Et du coup, c'est pour ça qu'on parle de zéro shot. C'est parce qu'ils sont pas réentraînés spécifiquement dessus, mais si on leur dit: «Ah attends, est-ce que tu peux me faire la différence entre, je sais pas, un chien ou un chat?» et en fait, ils y arrivent quand même. Si on demande à ChatGPT, «Est-ce que c'est un chien ou un chat?» il y arrive quand même. Il a pas été entraîné spécifiquement pour cette tâche et ça a été, une grande avancée puisque ça permet d'avoir des modèles, non spécialisés qui résolvent quand même nos tâches. Ouais, et puis grosse révolution pour nous parce que hier, on devait apprendre chaque objet avec des milliers d'images, faire monter en performance, alors qu'aujourd'hui, il y a quand même dans ces modèles une vision, comme tu dis, généraliste du monde. C'est ça. Ce qui fait que les cas d'usage vont 10 fois plus vite
pour nous aujourd'hui sur le marché. Sur ce qui est de la généralisation, il n'y a pas de magie non plus. C'est-à-dire que le LLM ou le VLM a vu 1000 fois le mot chat et 1000 fois des images de chat. Simplement, il y a une généralisation qui est toujours difficile, mais qui est peut-être un peu plus flexible, on va dire. C'est toujours un entre-deux un peu bizarre, dont on reparlera peut-être un peu plus tard, mais Et du coup, sur la suite de tout ça, donc 22 s'en saisit. Je me rappelle au tout début, c'est toi en plus, Lilian, hein, qui nous bassinait avec Clip. 2022-2023, on fait une piraterie, donc c'est vraiment en mode une sorte de bootcamp. On travaille à fond pendant plusieurs jours. Et une des propositions, c'est justement l'utilisation de Clip en plus de nos algos. Et là, ça offre justement un système de zéro shot extrêmement rapide. Du coup, on peut faire. Le problème des LLM tels qu'on les connaît maintenant, c'est que c'est en cloud et il faut faire des requêtes tout le temps, etc. Clip, on peut faire ça, tourner ça en interne et c'est assez intéressant pour voir ce qui se passe, quoi. Yes. Et c'est vrai que maintenant, cette période, elle est devenue vraiment révolutionnaire. Vous avez vu encore le modèle open source que vient de sortir OpenAI. Vous avez vu aussi qu'ils préparent le 5, je sais pas, sortir dans les semaines qui arrivent. Bon, voilà, ça va vite. Et à chaque fois, tu regardes ces 2 dernières années et tu dis, wow, à chaque fois, il y a des avancées quand même assez significatives. En effet, nous, on galère un petit peu à l'utiliser dans le sens où c'est très lourd, c'est très gros. Donc, on réfléchit à spécialiser les nôtres, etc. Mais c'est vrai que le cloud, on va dire, dirige nos développements en ce moment et on essaye de passer de tout ce qui est local en cloud pour pouvoir avoir plus de réactivité sur tout un tas de choses. Ouais, on en a déjà parlé, ce sera sûrement un point où on pourra aller plus en détail, mais on arrive vraiment à ce moment où on veut inférer au maximum et les plus légers possibles. Le dernier, justement, GPT OSS qui est sorti, Ouais. il tourne sur mon Mac en local. Ouais. Donc tu te dis, OK, on a une époque où, alors oui, Ça j'ai com- peut-être pas la rapidité du cloud encore, j'ai peut-être pas tout ce que je peux pour lui demander, le MCP, enfin toutes les interconnexions, mais le truc d'il y a 1 an, 2 ans, maintenant, je l'ai sur mon ordi sans me poser de questions et avec les dernières capacités en tout cas. Ouais, donc ça progresse vite et un de nos rôles aussi, c'est de maîtriser cette technologie, de l'encapsuler dans un produit et puis de la distribuer aux bons clients sur les bonnes fonctionnalités qui viennent lui faire du ROI. Donc c'est évidemment inspiré de toute cette histoire. On la regarde avec attention parce qu'on essaye de tirer le trait en fait plus tard pour pas se faire dépasser ou manger par un gros réseau qui sortirait et qui fait très très bien ce qu'on fait nous aujourd'hui. Et nous, si on le décompose, ce qu'on fait aujourd'hui, ça commence d'abord par de la détection d'objets. Et donc sur la détection d'objets, les gars, c'est quoi la stack classique aujourd'hui? Backbone, Neck, Head, c'est quoi comment ça fonctionne aujourd'hui? Elliot, t'es l'élu. Comment ça fonctionne? Donc aujourd'hui, la détection, l'un des modèles les plus populaires et qui date, mais qui est quand même d'actualité, qui est souvent mis à jour, c'est YOLO. Donc voilà, c'est un modèle qui a fait la différence parce que c'était la première fois qu'on avait un modèle qui en une seule passe sur l'image. C'est-à-dire que l'image rentre au début du modèle et ensuite il y a qu'un seul process jusqu'à la fin. Je sais pas, la détection se fait beaucoup plus vite et ça a aussi une performance en termes de qualité des détections qui est suffisamment bonne. Donc c'est un super modèle, très flexible. Pourquoi il n'y a pas eu un concurrent de YOLO? Il y en a eu, mais en gros, et YOLO aussi, c'est un nom qui est un peu utilisé à droite à gauche. Donc il y a eu différents projets YOLO en fait. Il y a le YOLO initial qui a été fait par un mec qui s'appelle Joseph Redmond. Il en a fait 1, 2, 3, je crois. Et à partir de là, en fait, c'était des forks, une communauté. Et alors maintenant, il y a même une entreprise qui fait un peu son business autour de faire des versions de YOLO. Tralytics. Tralytics, absolument. Et donc, voilà, finalement, c'est son propre concurrent YOLO, quoi. Il y a pas de. Voilà. Ouais. Mais alors du coup, c'est ça qui est ouf, c'est que Ultralytics vaut de l'argent, vend, et à la fois open sourceise beaucoup de choses. Pourquoi sur la base, le backbone, il n'y a pas eu de concurrence ou une guerre qui s'est mise en place un peu comme OpenAI, Gemini et compagnie? alors on peut citer quelques architectures qui ne sont pas des YOLO, comme RTDTer par exemple. Globalement, je pense que ce qui fait le succès des archis à la YOLO, c'est comme l'a dit Elliot, le fait que tu as les prédictions en une passe, donc c'est très rapide. Et je pense aussi que c'est la simplicité du modèle, parce qu'on parle beaucoup de performance, on parle beaucoup de est-ce que ça tourne vite, mais
quand on entraîne un modèle, on a aussi envie d'avoir quelque chose qui est le plus simple possible pour que ce soit le plus fiable, hein. Donc je pense que YOLO a vraiment cette qualité-là que d'autres modèles basés sur l'attention, etc., n'ont pas parce que c'est très délicat, c'est très fragile. Il y a beaucoup de paramètres à régler pour entraîner ces trucs-là. Même s'ils peuvent avoir de meilleurs perfos sur le papier. L'acronyme de YOLO, c'est pas justement le You Only Live Once? Look. Là, ok, c'est ça. Qui veut dire? Justement, dans le process, qu'il est simplifié, c'est que tu prends le process qu'une seule fois pour justement simplifier. Ok. Et ça, donc ça, c'est la base. Aujourd'hui, on utilise YOLO. Comment on l'utilise? C'est quoi finalement les 3-4 choses à expliquer à monsieur et madame tout le monde qui nous écoute en simplifiant? En fait, l'idée, c'est que du coup, YOLO et la détection d'objets, c'est quoi? Ça prend une image en entrée et pour simplifier, on va dessiner des bounding box, donc des boîtes autour des objets qui nous intéressent. Donc, ça, donc on sait le faire depuis un bout de temps, mais toute la question, c'est à quel point ça va vite, à quel point c'est qualitatif. Et en l'occurrence, en effet, YOLO, c'est un bon compromis parce que ça va extrêmement vite, tout en honnêtement proposant des résultats très souvent suffisants pour la production. Pour voir à quel point, genre, comment dire? Pour voir comment, on arrive à dire, est-ce que c'est de la bonne qualité ou pas, on regarde à quel point, nos bounding box, nos boîtes englobantes, sont proches de la réalité. Et puis de l'objet. Exactement, c'est genre il faut bien avoir, classé l'objet. Par exemple, si on fait de la détection de voitures contre, des camions, est-ce qu'on a bien dit que c'était une voiture et pas un camion? De l'autre côté, on veut savoir est-ce qu'on a bien entouré l'objet? Proche ou pas proche de l'objet. Parce qu'on peut prendre des arrière-plans et des choses qui ne font pas partie de la voiture ou du camion, mais qui seront dans la vie réelle après reconnues comme voiture ou camion. Exactement. Et en fait, l'objectif, c'est rarement que faire des boîtes dans une image. Il y a un objectif produit derrière. Et donc, pour cette utilisation, plus la boîte est précise, plus les algorithmes, en fonction de ce qu'on va faire derrière, vont être efficaces. Et du coup, historiquement, on avait des boîtes prestataires d'annotation. Il y avait 3 types d'annotation. Il y avait Far Bounding Box, il y avait un contour un peu plus proche, et après il y avait vraiment de la segmentation proche des contours de l'objet qu'on vise. Et dernièrement, ça se rejoue un peu les cartes parce que on arrive à l'automatiser de plus en plus cette annotation, même si c'est pas encore une science approuvée à 100%. Ouais, en fait, on utilise justement les très gros modèles qui, eux, tournent pas du tout en temps réel. Parce que nous, notre objectif, comme c'est de la prod, on veut temps réel. Temps réel, voire beaucoup plus que temps réel. En réalité, on veut traiter un nombre d'images sur nos serveurs, un nombre d'images complètement fou par seconde. Et en l'occurrence, ces modèles-là, des très très gros modèles, ils tournent pas du tout en temps réel, voire pas sur nos machines. Et du coup, on va les utiliser pour. Souvent, c'est des modèles en zéro shot, c'est-à-dire qu'on leur dit, bon, je sais pas, je vais annoter des vannes. Et ils vont annoter les vannes et ils vont relativement bien comprendre ils doivent pas annoter les camions, ils doivent pas annoter les personnes, ils doivent annoter les vannes. Alors qu'ils n'ont jamais été spécifiés sur cette classe-là, mais comme ils comprennent à peu près le langage naturel, ils arrivent à faire ça. Donc ça nous permet d'avoir des pré-annotations, on va dire, plutôt qualitatives. Et des belles bases de données. Donc. Exactement. Il y a aussi l'arrivée de la data de synthèse qui a changé beaucoup de choses, mais je crois qu'on en parle un peu plus loin et un peu après. Même les gros modèles qui peuvent servir à annoter automatiquement peuvent faire des erreurs, parce que tous les modèles d'IA font des erreurs. Et aujourd'hui, je pense que le meilleur setup, entre guillemets, qui fait partie du business de boîtes d'annotation un peu moderne, c'est l'active learning. C'est en gros l'humain qui collabore avec ces IA-là, dans le sens où, par exemple, dans une vidéo, l'annotateur, il va cliquer sur un humain, et l'IA, elle va le traquer, et du coup, paf, ça va annoter automatiquement. S'il y a une erreur, l'humain peut corriger. Il y a peu de systèmes déployés encore chez des clients finaux où on a passé la main justement sur nos clients finaux sur ça. Pour annoter, tu veux dire? Ouais, c'est-à-dire l'active learning et ça, rentrer ça dans la boucle finalement de production et faire participer le client final. C'est un truc qui m'attire depuis pas mal de temps. On en parle beaucoup. C'est des sujets, je pense qu'on aimerait tous au sein de toutes nos discussions qu'on peut avoir. On se dit que, tiens, quand on cherche tel niveau de performance ou aller sur ce détail, je pense qu'on en rêve tous. Il faut qu'on trouve la bonne méthode. Ouais. Parce que dans tout ce process, parce qu'on parle de R&D, mais en même temps, quand on va en production, qu'on en fait un vrai produit, il faut qu'on s'assure que ce soit bien fonctionnel. Est-ce que si on demande à un client de dire ça marche pas, est-ce qu'on fait casser quelque chose?
comment on récupère ces données, comment on les traite de la meilleure manière aussi derrière. Ouais, c'est vrai. Et est-ce qu'on a le droit? Un autre débat. Dernier point, il y a vraiment des obstacles techniques assez difficiles, je pense, pour faire ça. Notamment le fait que déjà, comment tu vas mettre en place ce feedback du client, ça va varier en fonction des features. Donc déjà, complexité énorme. Et en plus, une fois que tu as ce feedback, comment tu réentraînes l'IA en continu derrière. Et l'entraînement en continu des IA aujourd'hui, c'est quelque chose de très délicat, donc de très risqué. Bon, tant mieux qu'on n'y soit pas allé tout de suite alors. Quand ça sera un peu plus Tant que mature, c'est on dans, ira. tant que c'est dans nos têtes, je pense que c'est bien. Ça veut dire qu'on tend Ouais. vers. Et Lilian, du coup, pour continuer, tu peux nous parler un petit peu de la suite. On parlait des data, des bases de données, de la notation. Quelles architectures choisir derrière, l'apprentissage, l'architecture du réseau, enfin un peu tout ça. Raconte-nous la suite après la base de données. En fait, la détection d'objets, c'est un problème qui, je vais pas dire que c'est résolu, mais disons que, on sait bien faire. Genre, c'est plus la difficulté, enfin le Attention, tu t'engages en disant ça. ah non, Attends, j'ai pris des notes. non, mais je crois que honnêtement, on est plutôt pas mauvais sur la détection d'objets et souvent, c'est pas, là où ça pêche. En fait, la réalité, c'est que alors quand c'est des nouvelles classes et cetera, évidemment, on a des difficultés. D'ailleurs, on parlait de l'active learning. On a eu de la chance à 22 d'accueillir, des stagiaires et cetera et en l'occurrence, on a eu un petit projet de recherche et si on entraînait avec, très peu de données, mais que sur les données clients et cetera, si c'était et en fait, on voit qu'il y a des choses hyper intéressantes qui sortent de tout ça. Donc, heu, je dirais que même pour les classes spécifiques, on sait qu'il existe des bonnes solutions. Alors après, pour qu'elles partent en prod, c'est une autre chose, évidemment. Nous, on est à la R&D, hein, on se couvre toujours. Non, non, mais on se couvre toujours, mais en tout cas, l'entraînement, maintenant, c'est plus, des process à avoir, c'est-à-dire récupérer de la donnée du client, ou typique qui ressemble à celle des clients et réentraîner un modèle. Et ça, du coup, on a des boucles itératives, littéralement, on a de la donnée, on essaye, on voit ce que ça donne, on regarde la qualité et on recommence jusqu'à arriver à un modèle qui soit satisfaisant pour la production. Et si je peux me permettre, parce qu'on parlait tout à l'heure d'architecture YOLO, ou les modèles open source qu'on peut avoir, c'est une des raisons aussi pour lesquelles ces modèles-là vont pas en prod directement, c'est que ça a appris sur plein de données. Donc l'architecture est bonne, mais les données sont pas viables à utiliser en production. Et c'est là où nous, sur ces architectures qu'on utilise, on est capable de prendre nos données, bien dans le contexte qu'on cherche, pour avoir les performances adaptées finalement à ça. Bien sûr, en fait, quand on parle de YOLO, c'est vraiment juste une architecture. Donc, c'est, une manière d'agencer, des poids de deep learning. Mais le modèle en tant que tel, c'est bien sûr un des modèles, custom qu'on a en interne parce que, nos cas d'usage, c'est pas, les classes, typiquement, on parle souvent de Coco. Donc Coco, c'est un dataset où il y a 80 classes, et où, il y a vraiment une grosse diversité. A priori, à 22, on n'est pas très intéressé par, de la détection de zèbres, au hasard. Et du coup, c'est des choses dont on n'a pas besoin et on préfère que notre modèle il soit plus spécialisé sur les classes qui nous intéressent en fonction de. Ça dépend ça dépend du cas d'usage, mais voilà. Ok, cool. Et donc du coup, sur ensuite, finalement, nos contraintes de la vie de tous les jours, parce que tous ces réseaux-là, on doit faire en sorte qu'ils fonctionnent en temps réel. Et le fait qu'ils fonctionnent en temps réel, alors ça peut paraître simple comme ça, mais imaginez qu'on vend à 1000 magasins en même temps avec 100 caméras par magasin, ça fait beaucoup de caméras et donc beaucoup d'images, comme tu disais, vu qu'on traite entre une dizaine d'images par seconde, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images à traiter en temps réel. Quels sont aujourd'hui les freins principaux de faire un système temps réel? Il y a des freins sur les modèles, donc il faut des modèles rapides, c'est sûr, mais il y a aussi beaucoup de freins sur, l'architecture autour des modèles, sur, comment on passe les images, entre différents modèles et sur les pré-processing des images et cetera. Donc il y a beaucoup d'optimisation, en dehors des modèles aussi et au final, je pense que c'est la majorité du temps de traitement peut être en dehors des modèles dans certains cas, dans certaines features et ça dépend de ce qu'on fait, mais ça peut être le cas. Donc en tout cas, oui, c'est des grosses étapes aussi. Et du coup, aujourd'hui, vous traitez déjà, vous, à l'IA, avant de rentrer dans les équipes software derrière et DevOps, la latence de traitement de ce genre de réseau ou pas du tout? Ouais, on collabore vachement sur ces sujets-là. Il faut qu'on soit synchro sur, comment on va faire les pré-processing, et comment on va aussi, par exemple, servir les modèles.
Donc comment les modèles vont pouvoir être embarqués en prod euh, pour permettre de s'intégrer avec le reste de la plateforme d'une façon qui soit optimale, quoi. Parce qu'en fait, Elliot, tu as un gros modèle dans notre plateforme qui détecte tout un tas d'objets, mais en fait, tu n'as pas qu'un seul modèle. Tu as plusieurs modèles dans notre plateforme. Et il faut justement qu'en fonction de la bonne configuration, de la fonctionnalité qu'on recherche, ça aille taper au bon moment, dans le bon modèle. Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre les modèles? Bah, il y a un modèle principal qui fait quand même le gros du travail. Et ensuite, dans certains des cas d'usage spécifiques, là, on peut avoir des modèles spécialisés. Il faut qu'ils soient tous disponibles et prêts quand on aura besoin d'eux. Donc, ouais, ça fait. Et j'avais besoin, alors, un de vous trois, d'une explication. Quand on parle de tête de modèle, quand on parle, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait un modèle principal qui pouvait être les voitures. Et en fait, il y a des têtes de modèle qui, une fois que c'est passé dans oui, c'est bon, c'est bien une voiture, ça vient spécialiser derrière une voiture de police, une ambulance, une ci, une ça, une voiture bleue, une voiture rouge. Comment ça fonctionne cette architecture entre un réseau généraliste et les têtes de réseau? Alors plus généralement, quelque chose qui englobe plus que l'exemple que tu as donné. En général, un réseau de neurones, effectivement, tu peux le décomposer comme un backbone et une tête. Donc un backbone, c'est quoi? C'est quelque chose qui va prendre ton image en entrée et te sortir des activations neuronales. Donc en gros, un neurone, c'est quoi? C'est un truc qui sort, un, heu, un nombre entre 0 et 1. 1, je suis excité, 0, je suis éteint. Voilà, exactement, et tu en as peut-être Que tu choisis d'ailleurs. de quoi? Les valeurs, c'est toi qui les choisis au moment que Les valeurs émergent de l'entraînement. En gros, tu as des exemples qui sont à noter, tu as optimisé tout ça et le rôle de chaque neurone, tu le définis pas à l'avance en fait, il est vraiment, c'est quelque chose qui apparaît comme ça par coïncidence, de l'optimisation. Mais en gros, l'idée, c'est que tu as peut-être, 10 000 neurones en ligne qui vont chacun te sortir un petit 0 ou 1, en regardant ton image et mais tu sais pas exactement ce que ça veut dire. C'est un peu une représentation cachée ou une représentation latente. Mais par contre, tu sais que cette représentation, elle sépare bien les concepts, dans le sens où il y a probablement un neurone, qui va s'allumer s'il y a spécifiquement une voiture, tu vois? Et en fait, tu sais pas trop lequel. Et c'est là où la tête entre en jeu, c'est que la tête, elle va faire la connexion entre ces neurones qui sont a priori bien structurés, mais pas interprétables, et ton output où là, tu as vraiment ta prédiction en mode, c'est une voiture de police, ou alors, c'est un humain de 20 ans. Enfin, n'importe quoi que tu as voulu, demander en output, et il va juste faire une connexion qui est a priori très simple, mais cette connexion, elle est apprise par la data, du coup. d'accord, et ça reste du coup une espèce de black box de comment ça marche exactement, à l'intérieur. Voilà, les 2 backbone et head sont des black box, mais l'idée, c'est que le backbone, c'est très gros. C'est parce qu'il faut beaucoup de calculs pour convertir ton image dans cette représentation qui est bien faite, et la tête, c'est tout petit. Qui essaie de se spécifier à la fin. Mais donc ce qu'on comprend, c'est que plus tu as de la data, plus ton réseau est gros, plus, les lumières vont s'allumer au bon endroit et donc du coup, plus il y aura de la performance. Pour autant, plus c'est gros, bah, plus c'est difficile à déployer. Donc c'est quoi l'étape, de compression des modèles? C'est quoi, l'approche? Et est-ce que, bah, Lilian prend le micro, est-ce que tu peux nous expliquer, comment on passe d'un énorme réseau qui a appris sur des milliers de data et qui marche bien pour détecter les voitures rouges, à un tout petit modèle qui détecte les voitures rouges? Ouais, il y a 3 méthodes principales pour, ça. La première, c'est la distillation. La distillation, c'est on prend un gros modèle et on essaie de faire qu'un petit modèle agisse comme lui. On sait même pas s'il comprend vraiment, il doit juste se comporter comme le gros, et du coup, ben, en se comportant comme le gros, et ben, comme le gros y arrive, bah, le petit y arrive. Souvent on appelle ça, maître-élève. La deuxième méthode, c'est, la la quantification qui est, en fait, utiliser on va des types de calculs, plus rapides. Donc, typiquement, on parle de quantification, FP16, Int8, Int4. Ça permet que, ça prenne beaucoup moins de place déjà, sur le disque, et aussi que ça aille beaucoup plus vite parce que faire des calculs en Int8, c'est beaucoup plus rapide que des calculs en FP32. Et la dernière, c'est, le pruning, qui est de, vider le réseau. En fait, s'il y a des poids qui ne servent à rien, s'il y a des calculs qui servent à rien, et ça on peut le voir, genre, justement en lançant une inférence, si par exemple on voit qu'il y a des, si on lance beaucoup d'inférences et qu'il y a des neurones qui n'ont aucune, utilité,
bah, on peut juste les enlever et ça évitera de refaire des calculs quand on le fera vraiment. Les seuils les plus bas. En gros, ouais, si les moins excités, on va dire, on les enlève et on voit si ça, permet de pas perdre de perf tout en, augmentant leur vitesse. Et ça fonctionne? Ouais, ouais, bah, les 3 méthodes sont, vraiment cruciales pour, diminuer et c'est ces méthodes-là qui nous ont permis de, gagner en vitesse. Et les complémentaires? C'est-à-dire Ouais, ouais. qu'on peut se dire qu'on fait les 3, à un moment, c'est pas pertinent, on n'en fait que 2 parce qu'on a un impact qui est décelé. Ouais, ouais, elles sont complètement complémentaires, elles se font de manière, indépendante, mais genre elles peuvent, se cumuler, elles ont des intérêts différents, donc c'est la boîte à outils pour diminuer la taille, Et c'est une vague importante dans l'actualité de l'intelligence artificielle, ça. Alors, petite dédicace à Xavier Fischer, qui a vendu parfaitement sa boîte à Apple. Du coup, et ils avaient une équipe qui faisait que ça. J'imagine Data Calab. Et en fait, bah, du coup, ils ont pour mission, j'imagine, de réduire les réseaux pour les mettre dans les téléphones. Euh, du coup, ça veut dire que demain, c'est un Eldorado, ces boîtes qui savent faire ça. C'est réduire des énormes réseaux en tout petit pour les embarquer partout. C'est quoi ton avis, Lilian? Alors ouais, je pense que de toute façon, c'est un truc, connu et utilisé depuis, depuis qu'il y a les LLM là, il y a des versions quantifiées, il y a des versions prunées, il y a des versions distillées. En fait, typiquement les LLM, ça a commencé avec, des modèles type, qu'on appelle genre BERT par exemple et genre un modèle très connu, c'est DistillBERT et en fait, c'est juste une version distillée, donc plus petite de BERT, qui permet de, pas perdre en qualité. Genre, sur les benchmarks, DistillBERT, il est aussi bon que BERT et pourtant il est beaucoup plus petit et il tourne, en temps réel. Bert, qui est le grand-père de Gemini. En gros, ouais. Ok, et donc du coup, après qu'on a compressé en tout cas ce gros sujet de compression qui va être d'actualité et qui va durer encore longtemps, hein, de toute façon, il y a aussi d'autres axes de performance et de progression. Et essentiellement, une boîte qui pète les scores, qui a franchi tous les nuages, hein, et on ne s'y attendait pas, c'est Nvidia, qui passe en ce moment les 4000 milliards de valorisation au Nasdaq. Waouh, on jouait sur des petites cartes quand on était petit, on mettait dans nos ordinateurs avec du GPU, Pour jouer à Civilisation. ouais, à l'ancienne. Et aujourd'hui, on dépense des milliards dans leur petit chipset. C'est quoi les gains concrets qu'apporte Nvidia et comment vous l'utilisez? Bah, déjà, effectivement, pour eux, c'est devenu une priorité, l'IA. Donc, maintenant, toutes leurs cartes, il y a des puces spécialisées IA. Ils ont, développé plein d'outils autour de ça et donc parmi ces outils, par exemple, il y a un format comme TensorRT qui permet de faire tourner nos modèles le mieux possible sur leurs cartes et donc de vraiment spécialiser l'exécution. Nous, on travaille en PyTorch. C'est plus flexible, ça nous permet de, développer des modèles rapidement et ensuite, quand il faut faire l'inférence, ça permet de le convertir dans un format qui sera, le plus rapide sur leurs cartes. Et ils ont été bons d'ailleurs, parce que ce que tu viens de dire, c'est en fait ce qu'a fait Jensen depuis le début, c'est la liaison entre l'applicatif et le hardware, et nous permettre toutes ces couches adaptatives qu'on n'ait pas à refaire la roue. Ouais, Lilian. Bah, c'est exactement, CUDA, donc le langage de programmation pour développer sur les cartes graphiques. C'est vraiment ça la différence entre, typiquement AMD par rapport à NVIDIA. C'est qu'ils se sont mis à fond dans CUDA, ils ont fait en sorte que ça soit, solide et en plus intégré dans les packages de deep learning, typiquement PyTorch, et c'est ça qui a permis à NVIDIA de garder son avantage. Et quel est l'avis d'une équipe R&D comme vous sur le monopole qu'est en train d'instaurer Nvidia? Quand tu dis la vie, L'_AVIS. Oui. OK. Honnêtement, moi je trouve enfin, c'est pas dérangeant parce que, ben, pour l'instant, c'est très utilisable et cetera. Néanmoins, c'est quand même toujours pratique d'avoir, des concurrents, ben, genre AMD, ça a d'autres avantages. Mais le problème, c'est que c'est pas encore assez, expérimenté par les utilisateurs et donc, bah, pour aller en prod avec, de l'AMD, ça paraît un peu, ça paraît un peu illusoire pour l'instant. Ah, tu classes ça d'illusoire carrément. Tout de suite? Bah, oui, oui, mais sauf que On est en 2025 quand même, tu vois, l'IA existe depuis, on l'a dit, hein. je suis d'accord, mais sauf que pour la prod, tu vois, il faut que et pour la recherche en général, il faut qu'il y ait des gens parce que ce qui fait que la recherche, ça marche bien, c'est, le côté collaboratif et comme actuellement AMD, je connais personne qui fait de l'IA avec du AMD. Heu,
Mais c'est en train de venir parce que justement, eux, ils font que maintenant, mais ils le font, ce travail de portage, vers des bibliothèques de deep learning et on sait que, bah, typiquement pour le gaming, AMD, ça a step up. Ça a step up, ils sont au point et cetera. Bah Tellement loin, Nvidia aussi, quand on voit les valos, les capacités qu'ils ont à lever de l'argent et à développer la génération d'après. ouais, mais est-ce que les petits peuvent pas, justement, réussir à venir avec, moins cher, plus rapide? Toujours, mais tu dois être l'investigateur de ça. Et donc, du coup, toi, c'est vrai, en tant que patron de l'équipe R&D, en gros, aujourd'hui, vous le faites pas. Pour autant, tu as pas un iPhone parce que j'imagine que c'est trop cloisonné comme environnement. Bah, tu t'es fait avoir par le verre, quoi, tu vois? Alors, bah, non, mais genre chez moi, j'ai de l'AMD, par exemple. Ouais. J'ai un GPU AMD, pour justement, aussi pouvoir tester et s'il y a un changement majeur qui fait que, bah, en fait, c'est mieux ou même c'est équivalent. Parce qu'en fait, genre même si c'est équivalent, bah, c'est déjà intéressant de savoir comment marche la techno et cetera. Bah, on aura aucun problème à aller dessus. Toutes les optimisations, assez profondes faites par NVIDIA ne sont pas disponibles sur, AMD. Elliot parlait de TensorRT, c'est vraiment une optimisation des modèles de manière hyper fine faite par eux. C'est assez obscur comme, système en plus et bah, ça, c'est pas dans AMD et ça va pas aussi vite. Je sais qu'en 2018-2019, parce que Nvidia, on les connaît forcément depuis longtemps, Mmh. on avait échangé avec AMD. On avait eu des belles cartes graphiques qui n'étaient pas des petites cartes. Et à l'époque, ils avaient mis en place Rock M, donc qui permettait de convertir tout ce qui était CUDA directement pour s'appliquer, parce qu'ils sont de la même famille, AMD et Nvidia. Donc je pense qu'aux réunions de Noël, ils doivent se dire, donne-moi un petit peu, plaît. ouais, s'il te plaît. S'il te plaît, fais Euh, couper 10% du marché. Est-ce que c'est justement ce genre de choses où vous, euh, en fait, comme tu disais, vous êtes un peu loin d'AMD, du coup, vous avez pas investigué. Après, on sait très souvent en logiciel, quand tu as une surcouche d'un framework qui va convertir, ça reprend du poids. Donc, peut-être qu'à carte graphique équivalente, tu gagnes d'argent avec AMD, mais peut-être qu'il faut la carte graphique supplémentaire. Donc, alors je sais que vous, c'est pas une notion de coût directement quand vous faites de la recherche, mais c'est quoi votre vision là-dessus? Depuis tout à l'heure, on fait comme s'il y avait, qu'un seul truc, mais il y a 2 points différents. Il y a, l'entraînement et l'inférence. Et ça, c'est important de garder en tête que, bah, typiquement pour l'entraînement, bah, tous les packages, ils sont faits, pour, NVIDIA et cetera et ça mais ça a pas un impact, significatif parce que alors peut-être que on peut diminuer le coût de l'entraînement et ce serait une bonne chose, mais par exemple, chez nous, c'est pas ça, la difficulté. Enfin, on traite pas des quantités, suffisantes de données, comme le ferait, je sais pas, OpenAI ou Google, pour que ce soit vraiment ça le problème et que par contre pour l'inférence, là en effet, bah, la réduction des coûts est importante et là tout ce qu'il faut, c'est que AMD, bah, fasse un bon portage entre les modèles qui existent, qui sont pas liés à NVIDIA, hein. Ces modèles, ils sont en Torch ou en ONNX, qui est un format standard, vers leur GPU et que ce soit aussi rapide que NVIDIA, pour moins cher. C'est pour qu'on les choisisse, et aussi stable. En fait, le point est il va falloir, la stabilité et c'est pour ça que je parlais de collaboration, enfin, qu'il faut qu'il y ait du monde qui l'utilise parce qu'il faut que ce soit des technos bah, qui soient éprouvés. Ouais. Et c'est un bon point, j'aime bien ça parce que moi je suis côté produit, j'adore l'IA forcément. Euh, bon, c'est vrai qu'on parle d'inférence, je vais vraiment de côté le côté entraînement parce qu'on sait qu'il faut des très gros calculs, on en a plein chez nous, mais effectivement quand on va chez un client, on prend le GPU le plus petit possible. Je sais qu'il n'y a pas que le GPU. Le CPU existe depuis longtemps et on a même des travaux sur jusqu'où on peut porter pour donner un accès, parce que c'est donner accès à l'IA et la vision par ordinateur qui va faire aussi la transformation. Je sais qu'il y a aussi des sujets d'ARM ou ARM, en fonction de comment on aime l'appeler. Euh, il y a des différences notables de se dire, OK, on peut faire du CPU, ça marche pour de la détection, mais est-ce que la réidentification est plus complexe encore et il faut encore des GPU? Est-ce que on sent qu'aujourd'hui, on est capable de faire du sans GPU ou pas encore? Je pense que sur certains cas d'usage, oui, c'est la direction qu'on explore là. Donc ensuite, quand on aura trop de features sur une machine, sûrement que ça ne vaut pas la peine et qu'il faudrait un CPU, tellement puissant qu'en fait, autant avoir un GPU et faire ça de façon simple. Le but, c'est de faire une petite machine dans un environnement restreint et donc dans ce contexte-là, ouais, ça marche très bien. Parce qu'on a avec Dame, bien évidemment, une vision sur le edge computing depuis longtemps. On part depuis le début de 22 sur, on va dire, allez,
sans fâcher les grands scientifiques, mais la bio-inspiration. Donc, comment un être humain apprend son monde? Il commence avec ses yeux, il échange avec sa parole, etc. Et son cerveau est dans sa tête. Ses capteurs vont à son cerveau. Les neurones sont souvent dans son cerveau, bien qu'en ce moment, il y a plein de théories sur des neurones un peu partout, etc., etc. Et donc, du coup, ce edge computing, c'est en bout de chaîne, au cas d'usage, mettre l'intelligence. Donc, comme si j'avais un mini-cerveau au bout de mon doigt, qui consomme moins et qui va au cas d'usage beaucoup plus précis. C'est quoi, Elliot, ensuite Rodrigue et pourquoi pas Lilian, votre approche sur le edge computing et qu'est-ce que vous en pensez en quelques mots? Ça va dépendre un peu de ce qui est aussi, pratique en termes d'installation, je pense. Donc s'il y a déjà un réseau de caméras, fonctionnel, relié à un endroit central avec, la possibilité de mettre Autant faire un serveur là. un serveur à cet endroit-là. Par contre, avoir des caméras avec, même presque, avec des batteries et le Avec un petit truc à l'intérieur et un réseau qui marche. Ouais. avec l'ordinateur embarqué et cetera. Bah, oui, super, encore une fois, pour faire des cas d'usage, qui seront forcément, contraints aussi. Et après, il y aurait c'est une question de comment tu fais, quelque chose qui va communiquer entre caméras et donc est-ce qu'il y a quand même besoin d'un serveur central pour faire ça, faire la coordination? Voilà, mais ouais. Je suis assez du même avis. C'est un peu tout le sens de nos questions du moment. Ça fait 20 ans, 15 ans qu'on nous dit l'intelligence sera dans les caméras, les gars. Ok, bah on attend les fabricants de caméras et ça fait 10 ans qu'on est dans le métier. Ou Et avec ça fait- contraintes fortes. Bah ouais, on a essayé au début, on a enclenché des vrais programmes, on essayait de mettre des réseaux à l'intérieur des caméras, mais les chipsets n'étaient pas assez puissantes. Et comme tu l'as très bien dit, en fait, le croisement des données aujourd'hui qui est hyper importante sur nos parcours clients, la réidentification, etc. Bah, comment tu fais pour faire sortir et émerger Ouais, justement une mais intelligence tu collective? dis un bon point, c'est que tout le monde a dit ça va être dans les caméras. Sauf qu'effectivement, et je rejoins un peu Elliot, c'est qu'à un moment, ta caméra, soit tu as un chipset tellement petit qu'il a une tâche très déterminée, du coup, tu peux pas le répliquer pour autre chose. Je me souviens avoir parlé, je sais pas combien de noms d'entreprises différentes on peut dire dans ce podcast, mais avoir parlé avec, je vais dire Sony, euh, qui avait une très bonne approche, sauf qu'il dit, bah alors est-ce que votre modèle peut faire moins de 1 méga? Et là, tu dis, bah en fait, je vais peut-être avoir des contraintes, je pourrais pas faire ça. Mm. Effectivement, peut-être l'objet detection peut être toléré sur une classe, mais d'un coup, tu n'es peut-être pas multiclasse. Le tracking risque d'être compliqué. La réidentification, j'en parle pas. Donc, effectivement, si d'un coup, tu te retrouves, OK, bah, pour que ma caméra soit performante, elle doit coûter 1 000 euros. Si tu as 100 caméras à mettre dans ton magasin, c'est peut-être pas la même chose et vaut mieux prendre l'existant et avoir un serveur qui coûte 1 500 euros pour optimiser à la fois les coûts, l'infrastructure et du coup le calcul distribué. Ouais, pour te rejoindre là-dessus, je pense que, bah, en gros, on parle d'un problème de hardware. Le problème du hardware, c'est que ça met énormément de temps pour développer quelque chose de performant pour une tâche donnée, pour miniaturiser, je sais pas, une fonction de réseau de neurones sur une petite puce. Et le problème, c'est que les algos, ils changent tout le temps. Donc, du coup, si quelqu'un fait une puce pour tel truc, il y a moyen que la puce soit optimisée pour un algo qui déjà est dépassé, tu vois. Et en plus, cet algo, il va peut-être être restreint, genre, ce sera une puce optimisée pour la détection, pas pour autre chose. C'est pour ça qu'à court terme, les approches ouais, hardware centriques pour accélérer l'IA, on n'en parle pas tant que ça. Et au final, j'ai l'impression que les gagnants, c'est ceux qui font des calculateurs généralistes, en fait, comme Nvidia ou Google avec ses TPU aussi. Et c'est un peu d'ailleurs le parti pris de 22 depuis le début, parce qu'on essaye de faire un produit assez généraliste qui vient se spécialiser au fur et à mesure de son avancée. Donc, c'est notre pari, et pour le moment, hein, on touche du bois, mais Mais honnêtement, à très, très long terme, il y a moyen que le jour où on trouve, l'algo d'apprentissage d'IA ultime, bah, ça paraîtrait logique de faire une puce qui oui. optimise ça, parce qu'on voit qu'il y a des consommations d'énergie énormes qui sont dues au fait qu'aujourd'hui, le hardware, il est un peu, généraliste, un peu universel, mais du coup, il consomme énormément. C'est quand même pas normal que ChatGPT, demande une centrale nucléaire pour s'entraîner. Là où toi, au cours de ta vie, bah, tu consommes pas autant, pour voilà, c'est ça. Pour continuer sur l'aspect presque démoniaque de la consommation et de la... Non, mais J'aime beaucoup la sémantique utilisée. ouais, c'est ça. C'est parce que bah voilà, on entend des milliards qui sont achetés de Meta, des milliards de X, etc., etc., en GPU. Allez, on met les mains dedans, on rentre dans la partie VLM, LLM, fusion, vision, langage. Et donc, du coup, euh, explique-nous, Lilian, ce que c'est qu'un VLM techniquement
Et c'est quoi la différence avec un LLM? Et après, Elliot et Rodrigue pourraient prendre la parole aussi. OK, donc l'idée, comme on disait, c'est que les réseaux de deep learning, ils créent des features, donc des vecteurs caractéristiques. C'est-à-dire que quand on leur donne quelque chose en entrée, là, j'utilise quelque chose pour que ce soit le plus large possible, et ben, ils en sortent, un vecteur de feature qui va être informatif. C'est-à-dire, ils vont réussir à extraire, la donnée sémantique ou de localisation dans le truc qu'on leur a donné. Si on arrive à faire en sorte que le langage et l'image, arrivent dans le même espace, et ben, on va pouvoir ensuite les faire travailler ensemble. Et donc, c'est ce que fait un VLM. C'est qu'il a pour simplifier, on va dire le VLM le plus simple, ça prend du texte et ça l'encode dans un vecteur de feature. Ça fait pareil pour les images, et après, ça fait ce que ça a à faire avec ces 2 objets qui ont été transformés et qui vivent au même endroit. OK. Est-ce qu'on peut aller un peu dans le comment dire? La vulgarisation et est-ce que tu peux prendre un objet et un mot, admettons, et puis nous dire, voilà, si tu mets que des voitures rouges en entrée avec que des mots dessus, ambulance, en sortie, explique-nous un peu. Désolé, je demande vulgariser pour ma grand-mère qui écoute, dédicace. En gros, si imaginons ta tâche, c'est de faire, de la classification, bah, quand tu vas envoyer des images d'ambulance, elles vont avoir une certaine, représentation, elles vont ressembler à quelque chose. Bon, nous, on comprend pas parce que c'est juste une liste de chiffres, et de l'autre côté, bah, quand on va écrire ambulance, et ben, il va y avoir une autre liste de chiffres, et en fait, la question, c'est est-ce que ces 2 listes sont proches? Et si elles sont proches, c'est sûrement que c'est la même chose, et donc c'est ça que fait, pour simplifier, un VLM quand on lui demande de classer un objet par rapport à du texte. En fait, c'est hyper malin, de base, c'était pas du tout évident que ça marcherait de pouvoir les mettre dans le même espace, mais ça généralise vraiment bien, et surtout ça permet d'extraire vraiment de l'information. On aurait pu penser que, ça aurait pu être complètement séparé, ça aurait pu, et là, en fait, on voit qu'on arrive à le mettre dans le même espace, ce qui est, ça fait un bout de temps, hein, mais et ça, je pense que c'était pas, tout le monde n'aurait pas parié dessus que ça marcherait aussi bien, à ce moment-là. Yes, et tout le monde ne parie toujours pas dessus. Ouais, bien sûr, il y a des détracteurs, mais par exemple, il y a le Lequin, c'est un détracteur de, est-ce que les LLM et les VLM, ça permet d'arriver à une intelligence artificielle forte? Il dit que non, parce que, et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit là, ça veut pas du tout dire que c'est une intelligence artificielle forte, mais c'est, est-ce que le deep learning permet de vraiment comprendre ce qu'on est en train de faire? Enfin, c'est une vraie question, quoi. Et du coup, Dame, est-ce qu'on va arriver aux AGI? Est-ce que c'est une autre méthodo qui va fonctionner? Heu, Petite dédicace aussi à notre ami Mmh. Bruno Maisonnier, qui est en train d'avancer sur, d'autres solutions. L'apprentissage, il explique ça un peu comme un robot aspirateur. Dès que ça tape quelque part, bah, ça apprend et ça réapprend au général et c'est comme ça que l'apprentissage par action, enfin, en tout cas, il essaie d'explorer. Et à côté de ça, en fait, on est toujours en train de se poser la question, de comment on apprend nous, en fait? Comment on consomme qu'un biberon au début pour apprendre des milliards de choses? Et donc du coup, tu voulais dire un truc, Elliot? Moi, je l'aurais dit en disant que, du coup, le modèle VLM, il va essayer d'avoir un langage commun entre les images et le texte. Donc de pouvoir transformer l'image dans une sorte de langage intermédiaire qui est le même que celui qu'il utilise pour le texte. Ce qui fait que Double traduction et mise en phase. juste un domaine, un langage comme un autre, qui va interpréter et il pourra ensuite, pareil, faire le même process qu'il faisait sur le texte, mais sur de l'image, quoi. Comment on fait avec l'audio? Parce que l'audio, c'est ce qui se passe. Ils extraient pour le convertir en texte, pour le généraliser derrière. Bah, tu vois, mais on pourrait même faire ça sans le transcrire, où on prendrait vraiment le signal audio et on pourrait aussi le transformer directement en token, ce qui est le langage, dans le langage intermédiaire du modèle, sans passer par cette forme textuelle, quoi. Mais donc on fait ça pour les images parce que pour les images, on n'a pas d'alternative de retranscription, mais pour le texte, pour l'audio, c'est plus facile de faire comme ça. OK. Top. Rodrigue, ton essai? Honnêtement, moi, je pense pas être en mesure de vulgariser plus que Lilian, qui est déjà bien allé à l'essentiel. Je vais peut-être apporter juste un complément d'information, c'est que pour faire un VLM, en fait, c'est un peu un Frankenstein entre 2 modèles qui existent déjà. Donc, c'est-à-dire un LLM, un modèle de langage. Donc, on prend un LLM qui a déjà été entraîné sur des tonnes de textes de langage et qui sait déjà
répondre à un prompt, compléter un texte, et cetera. Donc il y a déjà de très, très bonnes capacités, de langage. Et d'un autre côté, on va en prendre un modèle de vision qui est déjà très bon pour créer des features d'images. Donc, soit Clip, par exemple, soit, une autre méthode de feature extraction d'images, peut-être Dino ou quelque chose comme ça. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est que pour constituer un VLM, on va juste faire le pont entre ces 2 ingrédients qu'on va vraiment prendre tels quels et juste connecter avec, quelques couches de neurones pour vraiment injecter l'information d'image dans le langage, ou plutôt projeter l'information d'image dans l'espace du langage, et du coup, permettre au LLM d'avoir une capacité supplémentaire et de pouvoir répondre à la prompt. Donc par exemple: «Est-ce que sur cette image il y a une ambulance?» en s'aidant du coup des représentations d'images supplémentaires qu'il aura obtenues en entrée. En plus de la question, parce qu'il faut que le modèle, ait la question aussi, en contexte, quoi. Ça pourrait durer des heures, je pense. Ça ouais, moi j'adore, discuter de tout ça et d'avoir vos avis et surtout vos avis vulgarisants qui sont top parce que ça permet à tout le monde de comprendre des choses très compliquées. Et d'ailleurs, pour pousser la chose, alors je te pose d'abord la question à toi, mon meilleur ami d'âme. Oh, L'AGI, donc la GI, cette espèce d'intelligence, générale, cette compréhension des scènes complexes et cette vision du monde plutôt, généraliste qui se rapproche de plus en plus de l'humain. Est-ce que tu penses que c'est, un combat qu'on doit mener au quotidien? Pour quand tu penses que ça arrive et est-ce que tu penses que ça révolutionne? bon, déjà, je pense que l'AGI, on n'a pas tous la même définition. Je pense que Lequin, quand il a sa vision de l'AGI, c'est peut-être pas la même que la nôtre. Je pense on manque encore beaucoup de modalités différentes pour que ça fonctionne. Je sais qu'on a encore pas mal de problématiques sur la compréhension de l'espace, la physique. Il y a pas mal je veux dire de modalités, je garde ce nom-là, mais tu vois, on commence à avoir justement dans l'audio, donc c'est pas de la retranscription, mais des intentions, des sentiments, la façon de parler, que tu peux avoir, qui est déjà une autre modalité de la compréhension. Si t'as pas la température, les odeurs ou quoi, Mmh. je pense que tant qu'on n'a pas tout ce qu'on est capable nous, parce qu'on cherche toujours à se rapprocher de l'humain quand on parle d'AGI, je pense qu'on en est loin. On est loin. Par contre, si on dit on peut aller performer dans des tâches, et je pense que la robotique, c'est ceux qui utiliseront peut-être le plus de ces modalités, Mmh. parce qu'ils doivent comprendre. Alors, je sais pas si on l'utilise encore, mais le SLAM, qui est ce truc qui nous permet de nous représenter dans l'espace, qui permet à un robot de se déplacer, à une voiture, et ainsi de suite. D'avancer. Voilà, tous ces éléments-là, je pense que ça pourra nous aider. Mmh. Je me pose souvent la question, est-ce que ce qu'on fait nous chez 22 aujourd'hui, donc sur des images 2D pour l'instant, est-ce que demain il faudrait pas utiliser des modèles SLAM pour se représenter? Là où on fait une ligne, on a du mal à se projeter sur des perspectives et on voit ces problématiques-là quand on règle nos fonctionnalités de la plateforme. Peut-être que demain, si on comprend ça, ça nous aidera. On sait que les VLM, par exemple, ont cette capacité. C'est-à-dire que si en langage naturel, je lui dis, est-ce que sur l'arrière-plan, tu peux me compter la personne qui rentre? Il voit cet arrière-plan. Mais où se situe l'arrière-plan? Donc il y a une vraie problématique encore pour moi de certains types de modalités. Et est-ce qu'on en est loin? Est-ce que 22 doit y aller? Bien évidemment. Évidemment, on y croit. Lilian, tu as quelque chose à nous dire là-dessus? J'aimerais rappeler que un LLM, je prends le cas du LLM de base, c'est que un modèle qui, en fait, prédit des mots les uns après les autres, le plus statistiquement probable. Est-ce que c'est ça qui va créer de l'intelligence forte? Ou en général, voilà, honnêtement, il y a on peut douter de ça, quoi. Il y a pas mal de papiers d'ailleurs qui se posent toutes ces questions-là en ce moment. Du coup, ouais, est-ce que ça va faire quelque chose qui ressemble à l'humain? On est tous capables de dire tout de suite: «Non, pas trop, en fait». Ah, a priori, c'est pas comme ça que nous, on réfléchit. Ah, peut-être que ça va faire quelque chose de complètement différent et cetera. Modèle ou la techno d'après? Ah bah, c'est une grande question. Et c'est quoi ton avis? Alors mon avis, je vais pas parler des LLM, je vais plutôt parler de computer vision, parce que c'est plus ma spécialité. Ouais. Moi, mon hypothèse, c'est que tant qu'il y a pas, une évolution assez significative de justement la manière dont on extrait, de l'information des images, on va rester dans le même, régime de fonctionnement. Donc tu reviens à la donnée. Ouais. Bah, en fait, le truc, c'est qu'actuellement, si tu prends une image, donc comme disait Elliot, on la fait vivre dans le même langage le langage naturel. Mais je pense que c'est à travers honnêtement des manières relativement simples, c'est-à-dire des réseaux de neurones, assez classiques. Je suis pas sûr que ce soit suffisant pour, dépasser le gap dans lequel on est là. Alors on va augmenter la taille des modèles, on va augmenter la taille des données, les cas d'usage et ça va améliorer. Mais il y a un truc
Enfin, il me semble que juste, extraire de la donnée, de manière, on va dire, un peu statistique, et ben, il manque quelque chose. Tu parlais de loi physique, bah, typiquement, quand on fait ça, on oublie complètement la physique des choses. Or, quand nous, on regarde, un objet, quand on regarde une image, en fait, c'est des choses qu'on comprend. Je pense pour insister encore plus, en fait, on n'a même pas besoin de parler effectivement de multimodalité ou d'awareness de la physique ou je sais pas quoi. Rien que sur la compréhension d'images, aujourd'hui, la techno, elle laisse encore à désirer. Dans le sens où, si je vous montre une image de ma main, comme ça et la même image tournée de ma main tournée à 90°, bah, aujourd'hui, les modèles d'IA actuels ont vraiment du mal à comprendre qu'il s'agit du même objet, mais tourné de 90°. Aujourd'hui, un objet, le même tourné à 90°, ça a tendance à activer des neurones différents quand on entraîne une IA, naïvement, on va dire. Et c'est pour ça qu'en fait, l'augmentation à l'apprentissage, on le fait. L'augmentation est une des manières de mitiger le problème, mais ça ne va pas le résoudre entièrement. Aujourd'hui, il y a vraiment un problème de fond sur le fait de comprendre les objets. En fait, le but d'une IA de compréhension d'image, c'est de décomposer une image dans, les facteurs, réels qui ont permis de l'expliquer. Donc typiquement, une image, la plupart du temps, c'est quoi? C'est des objets disposés dans l'espace, projetés sur un plan de caméra avec, de la lumière ou je sais pas quoi. C'est la réalité 3D en gros. Et aujourd'hui, les IA, on connaît pas de technique d'IA en fait, pour apprendre à, distinguer les objets entre eux et de comprendre en fait leur réalité géométrique. Et c'est un petit peu là on parle de compréhension d'images, mais c'est un peu le même problème qu'on retrouve, la même cause qu'on retrouve dans la génération d'images, où vous savez, ça génère des mains à 6 doigts ou des trucs comme ça. En fait, c'est les mêmes couches les mêmes problèmes en fait, mais dans l'autre sens. Et du coup, pour continuer là-dessus, Rodrigue, du coup, bon, là, on parle de gros modèles qui vont essayer d'atteindre des performances, des modèles plus entraînés et plus petits sur des spécialités. Et la première question, et vous pouvez tous y répondre, c'est quand un VLM va battre un classifieur entraîné? Alors, ouais, je peux directement enchaîner du coup. En gros, un VLM, ça va justement compenser ce problème fondamental, que l'IA est pas ouf pour comprendre la réalité du monde avec énormément de données. Ça veut dire que, bah, mon image de main, en fait, on va lui montrer des milliards de mains dans tous les sens. Au bout d'un moment, il va commencer à connecter les bons stimuli, mais c'est très, brute force, quoi. On aimerait qu'il y ait un mécanisme plus simple et plus élégant. Donc en gros, on a ces VLM qui sont entraînés sur des milliards d'images, des milliards de textes et des milliards de paires texte-image ou même, image, question, réponse, question à propos de l'image, réponse réelle. Hem et bah, du coup, ces VLM, au bout d'un moment, c'est sûr que si on les rend de plus en plus gros, entraîner de plus en plus de data, ils performent de plus en plus sur, des tâches de plus en plus variées. Donc les chances que le VLM soit mauvais sur une tâche spécifique sont un petit peu amoindries, mais ce qu'on observe, c'est que c'est quand même très laborieux, dans le sens où, souvent il faut prendre des modèles énormes pour obtenir la bonne réponse à notre question. Et moi, je ne crois pas vraiment à ce scaling, infini. Je pense vraiment que, et même c'est une réalité de l'apprentissage humain, quand on découvre une tâche spécifique, on est obligé d'apprendre en live ou de s'adapter dynamiquement, à la tâche en cours pour améliorer ses réponses. Et moi, je ne crois pas à un pré-entraînement, général qui se fait une fois et qui serait ensuite bon partout. Tous les roboticiens vous diront ça. Et même si tu avais ce modèle VLM parfait, finalement, tu pourrais l'utiliser pour annoter de la data et entraîner un modèle plus léger, plus petit. Donc, tu auras toujours un gain. Et voilà, même si tu as le modèle idéal, probablement que tu auras toujours un modèle plus petit qui tournera plus vite et moins cher, quoi. Plus spécifié. Et ouais, Lilian, tu vas ajouter quelque chose? Non, mais c'est si tu prends 2 versions de ChatGPT, dont une qui c'est genre vraiment c'est le même modèle et il y en a un qui aurait été réentraîné pour faire une tâche spécifique. Il sera meilleur, en fait. Il sera meilleur et du coup, c'est juste que là, on est en train de comparer, je sais pas, si tu compares, un YOLO à, un truc du type ChatGPT qui, pourrait dessiner des V-Box, bah, en fait, on parle d'un truc qui tourne à, je sais pas, 500 FPS et l'autre qui tourne à une frame par seconde. Oui. Exactement, c'est pas les mêmes modèles, c'est pas les mêmes, genre, c'est comparer un bazooka et Et il tapait ta mouche, quoi. est-ce que c'est ça qu'on peut appeler le fine tuning en quelque sorte ou pas? Le fine tuning, c'est la spécialisation enfin, en fait, on entraîne souvent ce qu'on fait, c'est que pour mutualiser les coûts, on entraîne sur, des données très généralistes et après on se spécialise et donc en effet, on fine tune, le modèle et donc c'est les poids du modèle qui sont un peu modifiés de sorte qu'il soit spécialisé pour faire une tâche. Ouais, OK. Et on parlait, de time series, enfin plusieurs, analyses par seconde sur des gros VLM qui nous permettent d'avoir, bah, ce qui va potentiellement être un peu pareil
que des réseaux entraînés pour détecter des mouvements, des enchaînements d'actions et de scènes. On en est là un peu avec 22 en ce moment. On est en train d'essayer de mettre en live des VLM qui permettent d'analyser des situations qui durent dans le temps. C'est quoi les bottlenecks, les complications? Est-ce que c'est stable? Est-ce que c'est scalable? Est-ce que c'est difficile? En fait, actuellement, et je pense pas enfin, on sait que, bah, vous avez sûrement vu que générer de la vidéo, là, ça commence à devenir, faisable. Oui. C'est assez amusant, on arrive à c'est assez fou. Mais en fait, par contre, comprendre de la vidéo, c'est pas encore fait. Genre, Mais alors pourquoi? alors, bah, parce que en fait, c'est une démultiplication de la complexité. Genre, faut se rendre compte que, bah, si tu genre, analyser une image, par rapport à analyser du texte, faut une image, si on regarde en termes de nombre de pixels, c'est un truc, c'est complètement démentiel. Et si, en plus, on rajoute, de la temporalité, ça veut dire qu'à chaque frame et ben, en fait, cette complexité, elle est là. Alors évidemment, genre, on peut, éviter d'analyser tous les pixels à chaque fois parce que pour simplifier, pour donner c'est qu'on peut juste regarder les pixels qui changent. Oui. S'il y a un océan derrière, on fait des filtres, on regroupe des pixels, c'est la même couleur, la même. Sauf que faut une puissance de calcul qui est capable de comprendre que ça, c'est la même chose et ça commence à être, bah, en fait, il faut comprendre le monde physique derrière et c'est ça qui rend, bah, d'ailleurs, parfois dans les vidéos qui sont générées, il y a des problèmes de physique et on le voit parce que, bah, justement, il essaye de compresser au maximum. Alors, je pense que ça dépend des modèles. Il y en a sûrement qui génèrent frame par frame et il y en a qui génèrent peut-être justement des blocs de frame pour avoir moins ces problèmes-là. Mais de manière inhérente, plus on va agrandir, plus ça explose en termes de temps de calcul et c'est pour ça que c'est très dur de générer des longues vidéos, et de les analyser. Prendre, quelque chose qui se passe au début, mais quelque chose d'anodin. C'est-à-dire quelque chose qui serait même pas, peut-être même pas forcément, sauvegardé par le réseau, lui demander à la fin de ce qui s'est passé, ben, en fait, comme c'est quelque chose de trop anodin, il va pas le garder et bah, c'est quelque chose sur lequel il va avoir du mal parce que la complexité de temps de calcul, elle est vraiment, exponentielle, quoi. Ouais. Et alors du coup, plus facile pour le moment de générer que d'analyser. C'est pas que c'est plus facile, c'est juste que, en fait, pour analyser, il y a d'autres méthodes. Et donc, bah, il y a pas besoin d'analyser des vidéos pour faire globalement ce que les gens font en prod. Finalement, si demander demander à un modèle: «Il y a quoi sur cette vidéo?» bah, c'est un usage amusant, mais personne va utiliser ça en prod. Genre, il y a pas d'entreprises qui ont besoin de ça. Par contre, pouvoir suivre des objets, sur une vidéo, ça peut être intéressant et sauf que ça, on a des méthodes pour le faire sans analyser la vidéo en tant que vidéo, mais on peut analyser, on va dire frame par frame. D'où le fait que, bah, l'analyse de vidéo soit pas aussi poussée. Ouais, aussi répandue et poussée et performante, même si on commence à atteindre sur des choses très ciblées, des grosses performances et on est content. Bon, les limites et les horizons, on en a un peu parlé, des VLM, donc voilà, le zero shot, on n'en a pas trop parlé parce que c'est quelque chose dont on parle souvent, qu'on explore, ça serait un peu le Graal. C'est quoi aujourd'hui? Pourquoi c'est aussi risqué que ça, de mettre du zero shot en production et comment on l'aborde chez 22? Bah, déjà pour le zero shot, du coup, on donne la main, à l'utilisateur final sur, ce qu'il veut faire du modèle. Donc comme dit notre directeur marketing, le problème se situe souvent entre la souris et le fauteuil. Ça pourrait être un risque là-dessus effectivement, où, du coup la solution c'est de cadrer l'utilisation et de mettre des règles bien précises, et de pouvoir aussi s'assurer qu'elles soient respectées, quoi. Ouais. Donc, bah, ça serait ça le sujet principal en termes de risque. Ensuite, il y a peut-être une, performance qui serait moindre par rapport à un modèle spécialisé. Mais donc ça, on le sait déjà, si on choisit de faire du zero shot, c'est pour avoir l'avantage de cette flexibilité. Donc, c'est question de cas d'usage et de quand est-ce qu'il faut l'utiliser. Ouais, parce que le zero shot s'utilise beaucoup dans tout ce qui est contrôle de qualité, tu sais, des objets qui passent quand on prend un référentiel et donc derrière, on vient appliquer la détection de référentiel. Mais nous, vu que nos scènes sont complexes à analyser, peut-être que c'est un peu plus compliqué. Le zero shot, est-ce qu'il pourrait, demain, si on croit en notre utilisateur final, donc se servir du zero shot pour apprendre des nouvelles choses, mais en même temps, bah, venir de plus en plus le confirmer et le rendre du zéro jusqu'à une grosse base de Tu données. fais un mix zéro et active learning. Yes, exactly.
Bah, on pourrait imaginer ça avec, du coup, les mêmes contraintes que pour le active learning classique. Et sinon, on peut aussi faire ça, nous, heu, en développement et donc de pouvoir, construire des modèles grâce à des gros modèles zero shot, générer de la data et ensuite entraîner des modèles classiques par-dessus. Donc ça, c'est un usage classique et aussi des modèles de zero shot de classification peuvent être utiles, où on peut avoir un détecteur qui détecte des objets, généralistes et ensuite venir spécifier est-ce que, par exemple, cette personne-là, elle a, une casquette verte ou des choses comme ça pour avoir ensuite un modèle, très flexible qui s'adapte sur, une classe générale. Et ça, tu pourrais poser des questions dans le soft de 22 et l'utilisateur pourrait juste répondre en fait oui, non. Ouais, tu pourrais venir, c'est ça, rajouter une brique, après de la détection, quoi. Ouais. Cool, merci Elliot. Et donc du coup, alors avant de passer dans un autre sujet, parce qu'il nous reste déjà que peu de temps, les agents visuels. Les agents visuels. C'est quoi le next step sur les agents visuels? Rodrigue. Alors, c'est assez difficile à dire. Donc déjà, un agent, c'est quoi? C'est quelqu'un qui agit. Donc c'est une IA qui se contente pas de faire une prédiction et qui fait une action, en fait, basée sur cette prédiction pour faire changer l'état, de ce sur quoi elle travaille. Aujourd'hui, les agents, c'est des technos qui sont quand même très, très difficiles à fine tuner. En gros, souvent, c'est des modèles de langage à la base parce que l'action, en général, c'est sortir une phrase, exécuter quelque chose à partir de cette phrase. Par exemple, appeler un outil ou quelque chose comme ça et regarder le résultat. En l'occurrence, un agent visuel, bah, faudrait imaginer les use cases qu'on pourrait faire. Donc, je pense qu'en robotique, il y en a beaucoup, basés sur des caméras. Voilà, qu'est-ce que je fais? Bah, il y a un truc, j'ai vu un sondage il y a pas longtemps que les Français, et de manière assez générale, je pense, le monde entier, passent beaucoup de temps, tous les jours, à chercher des objets. Et si demain, tu avais un petit agent qui te dit où tu as posé tes clés, parce que toi, tu as oublié, et admettons des caméras chez toi, et tu sais en permanence où tu as posé quoi, est-ce que ce type d'agent pourrait avoir, tu penses, on va dire, de la performance? Possiblement. Après, pour ce use case précis, plutôt que de faire un agent, en gros, un agent, faut qu'il y ait un petit peu un surcroît d'autonomie et d'intelligence. Là, tu me parles d'une tâche pour laquelle on pourrait déjà faire un algo plus spécialisé. Dans le sens, tu cherches clé, bah, je vais corréler, clé avec toutes les images, tous les flux vidéo de chez moi et je vais retrouver mes clés, peut-être là. Du coup, ce qui est difficile avec les agents pour en voir, l'intérêt, en fait, c'est que si tu veux un agent, a priori, c'est que tu as besoin de quelque chose de plus flexible, d'être plus autonome qu'un morceau de code ou un algo que tu pourrais écrire toi-même et exécuter. Et c'est très, très difficile aujourd'hui de voir l'intérêt des agents dans ce petit, intervalle, d'opportunité, on va dire. Voilà. Ouais, il faudrait vraiment trouver le cas d'usage ou le truc. Et c'est des technos assez instables encore, mais ça sera prometteur à terme, c'est certain. On veut Jarvis. Mais ouais, mais en gros, ce que Rodrigue, tu disais, c'est pour changer l'état du système, mais ça peut être juste aussi pour analyser le système. Et typiquement, bah, si on prend internet, le cas des agents, ça va être de pouvoir faire des recherches. Par exemple, en fait, c'est utiliser des outils. Donc, imaginons, le 1er outil, ça va être la recherche Google, le deuxième, ça va être, Photoshop, et en fait, par exemple, si la question c'est, quelle était la couleur, du t-shirt de, telle star, pendant les Oscars de à telle date, et ben, il va devoir aller, trouver, OK, c'était quoi la date, trouver une photo de ce truc-là, analyser sur l'image, la couleur du t-shirt et pouvoir répondre. Et en fait, ça nécessite de multiples outils. C'est pas il a rien en interne, et c'est ça qui fait qu'il y a un intérêt à la gentille. Après, est-ce que comme disait Rodrigue, est-ce que dans pas la majorité des cas, on peut pas remplacer ça par quelque chose, par un algo, quelqu'un le code, voire un LLM le code, hein, et on se retrouve avec quelque chose qui marche, tout aussi bien. Par exemple, tu disais les clés, bah, en fait, fais un détecteur de clés. Ouais. Si tu as des caméras partout chez toi, bah, dès que tu vois tes clés, c'est bon, ça te le dit, quoi. Les agents qu'on pourrait avoir aujourd'hui, c'est plus des connecteurs généralistes qui ont déjà la route ou l'API qui permet de créer une. Par exemple, si je voulais que mon agent envoie un mail pour moi, il faudrait que je lui donne l'autorisation à mon chat GPT d'être connecté à mon Apple Mail ou mon Google Mail et ainsi de suite. Et qui savent Pour les agents. l'utiliser, quand l'utiliser Oui. et bien l'utiliser. Parce qu'on n'a pas la main là-dessus. Exactement. Et vraiment quand l'utiliser, bah, tu vois, c'est typiquement si je te demande, trouve-moi, la couleur de ce t-shirt, si tu commences par ouvrir Photoshop, bah, tu vas pas y arriver en fait. Il faut d'abord commencer par utiliser Google, faire tes recherches et cetera, trouver la bonne photo, Ouais, carrément. Ouais, donc pas tout de suite. L'agent visuel un peu de demain, pas tout de suite. alors pas tout de suite et surtout, bah, je suis pas sûr que ce soit,
très efficace en production. Puis il y a les temps de latence, hein. Enfin, on se rend pas compte, mais là, on parlait c'est pas directement les agents, mais vous savez, quand on parle à une IA, enfin, quand on fait du text-to-speech, etc., parfois, il y a des petits temps de latence de 1 seconde. Et en fait, ça, eh ben, ça casse complètement l'immersion parce que quand on discute avec quelqu'un, on n'a pas ce temps de latence. Et ce temps de latence, il est assez grave, entre guillemets. Et plus il va être réduit, pareil pour les agents, plus ils vont être rapides, plus on va pouvoir se dire: «Ah, je peux demander à mon agent de le faire plutôt que ce soit moi qui le fasse». Mais s'il met 1 minute à le faire et que c'est quelque chose dont on a besoin en moins d'1 minute, bah, en fait, on va jamais l'utiliser. C'est beau ce que tu dis parce que c'est pour ça qu'on veut faire du temps réel. Exactement. Exactement. Et même, tu vois, aujourd'hui, j'appuie dessus parce que je suis quand même fier de toutes nos équipes et du produit qu'on fait. Quand je vois qu'on est capable de faire du deep learning, temps réel, de faire des requêtes de partage de vecteurs et d'avoir des retours, justement, des outputs qu'on interprète directement à la plateforme en moins d'1 seconde, C'est je beau. trouve que c'est beau. Ouais. Donc, tant qu'on restera sur cette dynamique, ça me va. Ouais. Et alors, pour rentrer dans le sujet de fin, mais le sujet qui occupe toutes nos pensées en ce moment, hein, les gars, la réidentification. Alors, réidentification, j'aimerais, de la part d'un de vous, premièrement, une définition et ensuite une caractérisation, car on parle de biométrique et de non biométrique. Donc, vas-y Rodrigue, il faut que tout le monde puisse te comprendre. Alors du coup, la réidentification, ça consiste en quoi? C'est valable pour enfin, ça concerne les personnes, mais ça pourrait aussi concerner les voitures, par exemple. Tout type d'objet, c'est de reconnaître un objet, mais pas une catégorie d'objets. Cet objet-là en particulier, d'un point de vue vers un autre. Par exemple, j'ai une personne qui passe devant une caméra numéro 1, je la reconnais une fois, et quand elle passe devant la caméra numéro 2, je vois une autre personne et j'aimerais dire: «Ah bah, cette personne que je viens de voir, c'est la même que j'ai vue dans la caméra 1». Donc voilà, c'est réidentifier une instance d'un objet que j'ai déjà vu. Pour les cas concrets, c'est suivre une personne dans tout un ensemble de caméras, donc dans un magasin, dans une gare, dans tout un tas de choses pour pouvoir analyser le parcours. Exactement. Et du coup, la question qui se pose en particulier pour les personnes, c'est sur quels attributs visuels tu as basé cette capacité de réidentification. Donc, comme tu l'as dit, il y a biométrique, non biométrique. Un exemple évident de réidentification biométrique, c'est la reco-faciale, donc ce qui est utilisé par les flics, etc. Donc, si tu veux trouver un criminel en cavale, un Dupont de Ligonnès ou je sais pas quoi, bah, tu auras un algo de reco-facial ultra poussé qui va reconnaître la personne. Et ça, on va dire que bon, l'état de l'art existe, la performance est là, et sur la Re-ID biométrique, la techno est assez bonne. Elle est sans doute assez bonne, mais elle est aussi très fermée, parce que c'est évidemment des choses qui intéressent que les gouvernements et des institutions assez secrètes, on va dire. C'est ce pourquoi beaucoup d'associations se battent, beaucoup de lois aussi sont en train de se poser contre pour qu'on ait tous de la liberté individuelle et qu'on conçoit. C'est toujours la finalité d'usage parce Ouais. que c'est pratique pour nos passeports. Ouais. Donc, on est, je vais dire traqué. Oui, presque. Mm. Mais en tout cas, on est comparé à une base de données et comme on passe le passeport, il va chercher une relation avec nous. Effectivement, si on parle de- d'identification en pleine rue, là, là, il y a un vrai débat de société. Alors, comment fonctionne le non biométrique? Du coup, le but du non biométrique, c'est du coup s'interdire de baser cette réidentification sur sur le moindre indice visuel qui correspondrait au corps humain. Donc, ça peut être le visage, la peau, la couleur de peau, la carrure. S'imposer une difficulté, quitte à avoir un algo qui est moins précis. Par exemple, c'est pas grave si je prends les vêtements d'Eliott et que je m'habille comme lui, c'est pas grave que l'IA nous confonde. Parce que ce cas de figure, pour ce qu'on essaye de faire, du coup, n'est pas très critique. En gros, un client va pas se déshabiller d'un vêtement à un autre. C'est pas grave si on a 1% d'erreur d'un rayon à l'autre, quoi. Exactement. Mais du coup, il y a une contrainte supplémentaire qui est assez difficile à mettre en œuvre, hein, parce que en fait, quand tu entraînes un réseau de neurones à reconnaître une image, par défaut, il peut prendre n'importe quel indice visuel qui est visible sur l'image. Donc du coup, le tout est de s'assurer, dans cette pipeline-là que, il ne va pas établir sa classification, sur ce genre d'indice visuel. Donc on peut faire ça avec, des tests comparatifs, des interventions causales. Et ça, t'en es où en termes de performance aujourd'hui? On en est où? Bah, aujourd'hui, pour le mesurer, on peut par exemple, évaluer l'algo, sur des images où on aurait flouté le visage, où on aurait du coup supprimé, masqué disons,
tous les indices visuels, sur la peau. Par exemple, faire un masque sur toute la peau et garder que les vêtements. Ça Parce que j'ai des souvenirs, moi, Dame, de moments où on est en test dans des infrastructures ferroviaires, qu'on se bat contre des sociétés étrangères sur de la réidentification Non biométrique. non biométrique, que quand les individus sont de dos, on a les mêmes performances que les sociétés étrangères. Et bah, d'un coup, quand les gens se retournent, nous, on garde les mêmes performances, mais eux explosent en termes de performance. Et on soupçonnait donc du coup qu'ils utilisaient les attributs du facial. Et donc du coup, c'est vrai que c'est aujourd'hui, pour une boîte comme 22, bah, c'est long et fastidieux de correspondre justement à la loi, à la non-biométrie, et cetera, et cetera. Et donc c'est un combat de tous les jours. On tend vers Oui. avec, en voulant respecter cette éthique, et cetera. Mais c'est vrai que vu la black box mathématique et finalement toutes les choses un peu compliquées qui sont à détecter pour faire une bonne performance, un bon suivi, bah, c'est pas tout le temps, on va dire, très facile à arriver à des taux de performance super hauts sur la Re-ID. D'ailleurs, on se teste en ce moment dans des magasins. Ça va être sympa là, les mois qui arrivent parce qu'on va avoir des datas pas possibles. Mais voilà, la performance se fait, au fur et à mesure. Lilian, tu voulais ajouter quelque chose sur, la Re-ID? Pour toi, c'est une technologie, en tout cas, c'est un algorithme qui va fonctionner? Alors oui, bah, en fait, non, mais c'est des choses qui sont bien connues quand même. Bah, comme je disais, en fait, la réalité, c'est savoir si 2 objets sont proches. Bah, en fait, tout à l'heure, on en parlait pour LLM, on se demandait est-ce que le mot ambulance et l'image de l'ambulance, c'est proche? Bah, en fait, c'est un peu le même genre de chose. Est-ce que cette image-là et cette image-là sont proches? Et donc, on sait que ça marche bien. Le truc, c'est qu'on on a des conditions de production qui sont particulières. C'est-à-dire, bah, il suffit juste que les objets soient petits, qu'il y ait beaucoup de gens habillés tout en noir, et cetera, et tout devient beaucoup plus difficile. Évidemment, la qualité des caméras, la distorsion, et cetera, voilà. Le rapprochement des capteurs, plus il y en a, forcément, plus c'est facile. Mais même la vitesse des objets, hein, ça fait que les objets sont plus flous, Mais cette dynamique physique du monde réel, est-ce que d'ailleurs plutôt vous mettez dans ces algos des dimensions de la physique? C'est-à-dire que si William est sur le capteur numéro 1, forcément il peut pas être sur le capteur 18 dans la seconde qui suit. Ouais, effectivement, il y a des contraintes des contraintes temporelles. Une personne peut pas être à 2 endroits en même temps. Une personne peut pas être aussi 2 fois sur la même caméra en même temps. Donc il y a des contraintes là-dessus. Et ensuite, il y a aussi des contraintes, sur le tracking. Une personne ne peut pas se déplacer à une vitesse, supernaturelle, alors qu'une voiture, oui, elle pourrait, et une moto peut aller encore plus vite. Donc tout ça, c'est pris en compte dans le tracking. Parce que pareil, si vous trouvez 2 informations qui sont très similaires, mais qui ont 2 heures d'écart, Exactement, est-ce qu'on peut donc exactement. On passe pas 8 heures dans un magasin, par exemple, donc il y a des choses comme ça, ouais. Et du coup, tiens, continue Elliot sur la différence entre ce qu'est une détection et du tracking. Bah, du coup, une détection sur une vidéo, on peut le faire sur chaque frame, mais on n'a pas de lien d'une frame à l'autre. Donc on voit une frame, c'est une image. On peut voir des personnes, tout au long de la vidéo, mais on saura pas: «OK, cette personne-là, elle est en train de se déplacer à un endroit». Donc le tracking, ça vient apporter cette information temporelle et on va faire le lien entre les frames. Et donc c'est là qu'on va vraiment passer de l'analyse d'image à image à une analyse vraiment de ce qui se passe sur la vidéo. Du coup, on apporte le temps à ce moment-là, quoi. Et donc du coup, bah, les enjeux, spécifiques dans tout ça, les vrais challenges, parce que on en perd, hein, au fur et à mesure de la réidentification, les gens disparaissent et peut-être qu'au début tu vas avoir 100 personnes, mais au final tu vas avoir suivi que 15 personnes. C'est quoi les problématiques du monde physique et réel comme, je sais pas moi, on parle souvent d'occlusion. Est-ce que c'est vraiment galère l'occlusion et est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? C'est vraiment galère l'occlusion. Les gens ont tendance à, se tenir proches les uns des autres quand ils sont, en groupe. Donc il y a une personne qui peut en cacher une autre. Il y a aussi des bacs avec, il y a plein d'objets, par exemple dans le retail, qui vont pouvoir cacher les gens. Donc ouais, c'est un vrai sujet, ouais. Et tu perds aujourd'hui par occlusion, tu perds aussi par quoi? C'est quoi les principaux facteurs de perte d'une réidentification? Le fait que une personne peut prendre plein de positions, peut être assis, debout, de loin, de proche. Beaucoup de variance entre 2 images de la même personne. Plein de monde aussi d'un coup. On a quoi d'autre, comme, la résolution, forcément un impact très fort. Parce que du coup, on a de moins en moins de pixels. Donc si on détecte pas au même niveau, on va avoir des pixels qui ont une variance importante finalement, même sur la même luminosité et tout. Et qui est finalement, le cercle infini parce que plus tu as une haute résolution,
finalement, plus ton GPU va consommer derrière parce qu'il doit analyser plus de pixels, Oui. etc., etc. Donc, on peut tendre vers une ultra performance, mais il faut rajouter des capteurs partout, des gros GPU et puis des algos qui viennent en permanence taper partout. Coût infrastructure. Ouais, et là, tu te rends compte qu'un magasin, il faut 2 millions d'euros pour équiper le truc, quoi. Donc, il n'y a pas de réalité économique. Et c'est d'ailleurs tout le sens de 22, c'est croiser l'état de l'art, on va dire, scientifique et technologique en vision avec la réalité du besoin des clients et surtout la réalité économique du ROI que ça leur apporte. Parce que tu vas leur vendre une feature 1 million d'euros, mais si ça leur fait gagner 100 000, ça ne sert à rien. Et donc, on est dans cet équilibre permanent qui fait que bah, aujourd'hui, on essaie de trouver des passages secrets. Et quelques passages secrets qu'on a d'ailleurs vachement bien trouvés ces derniers temps. Et je vous félicite devant parce que la data de synthèse a été quelque chose chez nous de très important, de la génération d'images. Aujourd'hui, le manque de données étant toujours là, voilà, comment on fait? On augmente, on crée de la data de synthèse. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots là-dessus? Non, mais en gros, l'idée, c'est qu'en effet, il y a beaucoup de cas de production où on n'a pas les données parce que les clients peuvent pas nous donner de données et parce que parfois, ce n'est pas encore nos clients. Donc, et du coup, comment on fait pour entraîner des modèles sans données? C'est pas possible. Et du coup, maintenant, il y a des modèles qui permettent de générer de la donnée. Et qu'est-ce qui se passe si on les utilise pour entraîner, évaluer, etc. Et c'est toute une partie de notre travail de comprendre ce qu'on peut en faire et comment lier ça avec de la vraie donnée aussi. Parce que quel, quel est le portage entre de la donnée de synthèse et de la vraie donnée, comment ça va se passer, etc. Et du coup, on essaye on essaie. Ouais, je donne, j'essaye. Non, non, mais je veux pas dévoiler tous nos secrets, quoi. Ouais. Recherche sur la donnée. De synthèse qui nous permet de temps en temps d'accélérer sur des classes d'objets. Ouais, c'est assez passionnant parce que c'est hyper divers. Il y a énormément de choses à découvrir et pour le coup, la génération d'images, c'est quand même un domaine très récent. Euh, on parle, enfin, ça a 5 ans, quoi. Donc, c'est tout nouveau et il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour arriver à euh, des résultats potables. Si on n'utilise que de ce type de données. Parce que je sais qu'il y a quelques années, quand on commençait, alors je vais lui donner le nom de données synthétiques, on générait complètement des scènes 3D avec le plus de réalisme possible. Je sais que ça nous a aidé à lever des biais qu'on avait. Donc, on sait que ça a un impact positif, difficilement quantifiable. Ce que tu dis surtout, c'est qu'on ne peut pas uniquement se satisfaire de ça aujourd'hui. Surtout que plus on va vouloir des performances élevées, plus il va falloir être malin dans leur utilisation. Mais typiquement, en effet, des données synthétiques, je sais qu'il y a un papier, par exemple, ils ont utilisé des données du moteur 3D de GTA pour entraîner un détecteur de personnes. Et en fait, ça marche bien. Et nous, c'est comme ça qu'on l'avait, c'est comme ça qu'on a commencé en fait. C'est utiliser des moteurs de jeu et voir que si on génère des données massivement, et ben on peut quand même apprendre des choses, etc. Passionnant ça. Ouais. Et on l'a dit à un moment à demi-mot au début quand on parlait de Bounding Box, donc des boîtes qui font des délimitations autour des objets. Est-ce que le fait d'utiliser vraiment de la segmentation, donc c'est-à-dire vraiment faire le contour de tous les objets qu'on détectait, peut avoir un impact fort sur la qualité de détection? Ou c'est pas assez significatif? En fait, ça va pas augmenter la qualité de la détection. Du coup, ça devient 2 tâches séparées. Est-ce que ça augmente la qualité au global? On va dire alors probablement que oui, parce qu'il y a plus d'informations dans les données. Sauf que du coup, les données coûtent beaucoup plus cher aussi à produire. Et globalement, il y a pas une nécessité de faire ça pour les cas d'usage qu'on a. Heu, Peut-être, par exemple, pour le tracking, ça pourrait être intéressant parce que si tu segmentes, tu suis sûrement mieux et t'évites. Évite le bruit, parce que je pensais même à la réidentification, tout ça. On prend tous les pixels de notre box. Donc, s'il change d'environnement, c'est-à-dire que c'est la même personne, mais que le fond est bleu et d'un coup le fond est vert, il peut avoir aussi une aberration là-dessus. Si tu penses, ce qu'on parlait des challenges dans la réidentification, donc il y a occlusion, mais il y a aussi, on peut se confondre avec quelqu'un. Par exemple, s'il y a 2 personnes qui passent, et après, comment tu les resuis bien? Quand il y a une bonne inbox, elles passent l'une sur l'autre et là, c'est la même. Et du coup, peut-être que la segmentation peut éviter ce genre d'échange. Carrément. Mais coûteux, comme on a dit avant, en perf. Toujours. En fait, c'est toujours pareil. C'est plus tu dépenses, forcément, plus tu tends vers de la performance.
Et bon, En fait, c'est un point que tu disais. À 22, notre objectif, c'est d'avoir les meilleures performances pour le moins cher possible, parce que l'objectif, c'est quand même de pouvoir vendre. Et ça, je pense qu'on est vraiment pas mauvais, parce que on arrive à faire avec des tout petits réseaux, beaucoup de choses justement, plutôt qu'on va se dire, on va analyser toute la vidéo avec un énorme modèle. Non, on va analyser les frames, on va regarder avec du tracking, et en gros, à travers à la fois du deep learning, mais aussi des méthodes un peu intelligentes pour éviter de faire du calcul inutile, et ben on arrive à des résultats plutôt intéressants. Il faut une vraie fusion des équipes IA et software engineering, du coup, pour avoir le meilleur truc. et du coup, non, mais c'est un rebondissement parfait parce que on se rend Yeah. compte au fur et à mesure que ce qu'on vend, c'est de la donnée. Et finalement, l'IA est un superbe aspirateur à données et on rentre dans l'ère de comment structurer cette donnée pour le client final, de manière à ce que, premièrement, ça soit pour lui économiquement viable. Deuxièmement, qu'il ait la bande passante nécessaire à s'en servir de notre produit, vraiment. Et troisièmement, qu'on reste sur une dynamique de construire un produit qui a une capacité infinie sur la reconnaissance de son environnement et les scènes complexes. Et donc, du coup, on arrive à la fin de ce magnifique podcast. Je vais demander quand même à chacun d'entre vous de répondre à une question. Et je vais commencer avec toi, Dame, sur la vision que tu as dans 5 ans. C'est quoi pour toi la vision par ordinateur dans 5 ans? Ah ouais, une question très dure et elle me revient. Merci beaucoup, Oui. Will. J'aime ta créativité et ta capacité à savoir propulser la réalité dans le futur. Je pense sincèrement, je vais être un peu redondant sur tout à l'heure, mais pour moi, dans 5 ans, si on est capable vraiment d'avoir cette vraiment notion plus physique, compréhension physique, et d'aller vraiment plus sur le spatio-temporel, et qu'on se pose moins de questions, et qu'on comprenne vraiment davantage, je pense que ce sera une très belle avancée. Encore une fois, et tu l'as dit, hein, la computer vision ne se suffit pas à elle-même, Ouais. c'est tout le traitement. Alors, c'est des patterns qui se répètent, hein. L'avantage, c'est qu'avec tout ce qu'on fait en computer vision, on crée de la donnée. Mm. Donc, à nous de voir quel modèle et quelle modalité on peut justement compléter pour enrichir encore plus. Donc, dans 5 ans, je pense à la Multimodalité. multimodalité, peut-être rapprocher différents capteurs. Est-ce que demain, on ne peut pas coupler à toutes les caméras existantes un autre petit capteur, peut-être léger, mais qui permettrait d'avoir en vue de dessus, une répartition des objets. Enfin, pour moi, il y a quelque chose à regarder en tout cas. Un drone? Peut-être pas un drone parce que ça ferait du bruit en plus. Il y aurait d'autres Drone contre. invisible, sonnant. Enfin, c'est possible. Tout est possible en tout cas. En tout cas, ce que tu dis, c'est une fusion de plus en plus proche des cas d'usage au système de manière Ouais. générale, multimodal. Faut croiser des données. Faut Ouais. pas se satisfaire. On sait que des consensus de validation avec d'autres typologies peuvent faire les perfs parce que demain, je rêve surtout qu'on soit plus dépendant forcément d'hardware. Ouais. Qu'on puisse justement s'interconnecter sur de l'existant partout, non visible. On Ouais, connaît la exactement. tagline. On connaît les taglines. D'ailleurs, Rodrigue, c'est quoi toi le mythe tech que tu voudrais casser dans ton domaine? Quelle star veux-tu être demain? Je pense pas que ça ait grand-chose à voir. Mais honnêtement, moi, j'ai pas de mythe, ou du moins, je trouve pas qu'il y ait, comment dire, une espèce de trend global dans l'IA actuelle qui vraiment m'énerve au premier degré, quitte à ce que j'ai envie que la recherche prenne une direction complètement différente. Je pense que tout est critiquable, mais faut pas faire de la controverse pour le plaisir de la controverse. Globalement, heu, je sais pas trop quoi dire, peut-être que la voie qui est la plus explorée en ce moment, celle du scaling, comme j'ai pu le dire. Plus de données, de plus gros modèles. Je pense qu'il y a vraiment des choses à comprendre, sur comment éviter de faire ça un maximum. Essayer vraiment d'entraîner avec moins de données, peut-être des modèles plus petits, mais pas forcément, et surtout faire, des entraînements qui sont plus flexibles. Dans le sens où aujourd'hui, comme je l'ai dit, un entraînement, c'est très, rigide, très monolithique. On entraîne une fois et ensuite le modèle, on n'y touche plus, on l'utilise en inférence. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses, qu'on pourrait, trouver sur, l'optimisation des modèles. Aujourd'hui, on fait de la descente du gradient. C'est un algo qui est très, très contraignant. Qui date, mais en vrai, on n'a pas trouvé mieux, hein, mais sur le continual learning, par exemple, il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas, et je pense que le mythe, bon, s'il faut parler d'un mythe, ouais, vraiment, le fait de scaler vraiment tout basé, sur cette truc de descente du gradient est probablement un peu, un dead end, ou vraiment, va vraiment,
saturer un moment, quoi. Et je pense que ça sature déjà beaucoup. Honnêtement, cette dernière année était quand même moins intéressante Ok. sur les avancées. Ouais. Bah, merci Rodrigue. Très très sympa. Non, mais t'inquiète. Ensuite, Lilian, une techno que tu attends en silence dans ton coin, mais qui n'est pas encore là. J'ai dit un peu plus tôt, je pense que c'est vraiment la compréhension des images autrement que par juste une extraction de feature à travers un réseau de neurones. Honnêtement, je pense qu'il manque quelque chose. Il y a une bascule à faire. J'ai aucune idée de laquelle, hein, sinon mais voilà, en fait, mais parce que non, mais en fait, moi, j'ai ma formation de matheux qui parle et j'ai l'impression que il y a des structures dans les images qui sont pas explorées en fait. Genre, on regarde pixel par pixel, on regarde peut-être parfois des blocs de pixels, mais en fait, quand nous on regarde une image, on voit beaucoup plus que ça. Et c'est ce point-là qu'il va falloir. Merci beaucoup Lilian et Elliot pour quasi le mot de la fin. Une galère d'ingé que tu peux pas oublier, que t'en as marre, quoi. Je pense que le plus marquant, c'est de accidentellement supprimer un dataset. La donnée reste très 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 importante toujours. Il faut des bons process autour de la donnée pour la soigner, garder une trace de ce qu'on a fait dessus et tout ça. Merci Elliot parce que bah, on finit avec ton input, mais finalement l'output général de 22. C'est quoi toi? Moi, j'ai envie de savoir, William, en tant que CEO d'une boîte dans l'IA, qui a vu la computer vision dans d'autres boîtes, c'est aussi quoi ta vision l'après? Je sais que tu aimes bien ce truc de, voilà, on avait des SVM, ensuite on a fait un peu de machine learning, deep learning, transformers. C'est quoi aussi ta vision d'après? Moi, je pense Sur qu'il va y quel avoir projet? une grosse étape là, et tu es d'accord avec moi parce que c'est ce qu'on va annoncer au kick-off, donc du coup, en septembre. C'est notre nouveau mantra qui est transformer le monde physique en données actionnables pour la performance des entreprises. Donc, merci Elliot, tu parlais de data en input. Il va falloir qu'on sorte en output de la data vraiment forte pour les entreprises et qu'elles puissent s'en servir. Moi, je pense qu'on rentre dans une nouvelle dimension. C'est-à-dire que euh, hier, on avait un analytique en 2D. Demain, on doit analyser le monde en plusieurs dimensions. Alors, ça rejoint un peu tout ce qui a été dit dans le sens où tu parles de multimodalité. Moi, je parle de dimension dans l'usage. Je suis persuadé que des organes comme 22 et comme notre plateforme vont être des ERP d'une certaine dimension dans le monde de demain. Il est logique pour moi que, alors je prends évidemment notre plateforme pour exemple, mais que n'importe qui de l'organisation, tu prends Total, qui a des milliards de métiers, milliards j'abuse peut-être un peu, mais des milliers de métiers, et ben en fait aujourd'hui ils ont des réseaux de caméras, mais la sécurité uniquement y a accès. Pour autant, c'est le capteur fondamental du développement de notre humanité, cette vision. Et donc, que ce soit le PDG Patrick Pouyanné ou n'importe quel opérateur de n'importe quel système puisse poser des questions en langage naturel à ce système de vision dans l'entreprise au général qui permettent d'avoir des vraies réponses, des vrais suivis de process et qui viennent justement alimenter des process existants. Un CRM en 3D, tiens, il a eu un rendez-vous dans cette salle, l'ambiance était plutôt bonne, on l'a vu, donc du coup, mettons une note de temps sur ce lead potentiel. C'est des petits exemples de merde, mais c'est pour expliquer en fait toute la dimension que j'aimerais ajouter, qui est finalement un truc que tu sais depuis longtemps de moi, c'est que je trouve le monde trop pauvre en intelligence et en capacité à communiquer entre humains. Et donc du coup, mon vrai combat est d'essayer de rajouter cette intelligence entre nous tous qui nous permette de nous concentrer sur nos émotions plutôt que notre intellectuel. Et intellectuel qui est la connaissance que ces réseaux savent très bien faire, alors que nos émotions sont très compliquées à imiter. Donc si ça pouvait libérer un peu d'espace à l'humanité pour observer une nouvelle dimension, ça serait un peu mon mantra. Donc voilà, tu as ma vision. Ah bah, merci, merci. En tout Merci de cas, l'avoir partagé. avec plaisir. Et en tout cas, les gars, merci beaucoup parce que je le voulais depuis pas mal de temps, ce petit échange entre des, des puristes et des vrais technophiles. On ne vous donne pas assez la parole, que ce soit dans les boards, que ce soit même dans les rendez-vous clients, etc. Vous n'êtes jamais au devant de la scène. Donc, avec émotion, je vous dis vraiment grand merci parce que les explications étaient très claires de vous trois et l'échange était très, très bon. Et à toi, mon dame, Oh. merci beaucoup aussi. Je t'ai pas laissé beaucoup parler, c'est mon défaut naturel. Mais du coup, merci d'être toujours à mes côtés et d'avoir expliqué au mieux
et d'avoir tous su vulgariser. Merci à tous d'avoir suivi ce hors-série de Black Box. Un grand merci à Dame, Lilian, Rodrigue et Elliot pour ce partage. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode et d'ici là, restez curieux et continuez à explorer. À bientôt.